Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur d'Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015. Je suis moi-même en céto-nutritionnel depuis 2013 et toujours vivant comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire une interview un peu spéciale parce que les personnes capables de faire ce genre d'entretien sont très rares, en particulier en France. Donc direction l'Alsace où nous allons à la rencontre de Anouk, qui est scientifique, chercheuse et qui dédie un peu ses recherches à toute l'approche métabolique et spécifiquement au régime cétogène. Donc bonjour Anouk et merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est avec plaisir que je suis là aujourd'hui. Donc je suis tes travaux depuis plusieurs années, on se croise sur LinkedIn, je suis abonné à ton profil RechercheGate où je vois tes nouvelles publications. Tu as déjà de mémoire 10 publications déjà publiées, je ne parle pas de celles qui sont dans les tuyaux, qui sont toujours un peu long. Donc, tu es à Strasbourg, tu es à l'Institut des sciences de Strasbourg. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment tu en es arrivé à dédier ta carrière, tes recherches scientifiques, ta thèse doctorale sur le régime cétogène? Alors moi, c'est vraiment un pur hasard, ma rencontre avec le régime cétogène. En fait, pour la petite histoire, pendant mon master, j'avais un stage de recherche à faire et puis il y a une offre qui a été postée par Geoffrey Zoll, mon directeur de thèse, qui lui s'intéresse depuis un petit moment maintenant au régime cétogène. Et donc c'est comme ça que j'ai mis un peu les deux pieds dedans. Donc j'ai fait mon stage de master 1, mon stage de master 2, et puis j'ai plus jamais quitté le laboratoire. Donc là, je suis en quatrième année de thèse. Et vraiment, mon sujet de thèse, c'est de m'intéresser au régime cétogène dans les situations pathologiques. Et moi, je travaille principalement dans tout ce qui est obésité et complications, donc diabète de type 2, stéatose hépatique non alcoolique, et dans le cancer. Un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est la chronobiologie. J'ai beaucoup parlé de quelqu'un que tu connais, Étienne Chalet, dans la Céto Academy, parce que j'ai mis la chronobiologie au niveau vraiment central de mon travail, parce que si on la néglige, en fait, on se plante, parce que nous avons vraiment des horloges biologiques précises, et si on n'en prend pas conscience, eh ben, ça ne marche pas. Et donc, on en parlera un petit peu. Donc, oui, je vais rappeler juste le titre exact de ta thèse. C'est Effet bénéfique du régime cétogène enrichi en acides gras à chaîne moyenne sur le métabolisme hépatique et musculaire. Donc, c'est une thèse en français vraiment dédiée au régime cétogène. C'est un gros travail et je te félicite vraiment pour ça parce que la recherche fondamentale, on va dire, sur ce régime alimentaire, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Ça ne va pas être financé par les grandes compagnies de l'agroalimentaire. Et tes travaux seront certainement très intéressants et très lus. En tout cas, moi, je vais vraiment les diffuser. Ce sera la thèse doctorale qui va être la plus lue en France. C'est un peu triste, en fait. Moi, je suis un grand, grand fan des thèses parce que c'est d'une précision ultime. C'est d'un niveau largement meilleur à certains livres. Et malheureusement, c'est lu par pas assez de personnes. Ça mériterait d'être imprimé, diffusé, etc. Et c'est un puits de science disponible à chacun, quoi. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, ça fait 4 ans que tu travailles sur ce sujet précis. Ouais, exactement. Alors, du coup, je précise juste un petit peu parce que mon intitulé de sujet de thèse, il a un peu changé. D'accord. Euh, les acides gras à chaîne moyenne, on les a un peu mis de côté parce qu'on s'est Mhm. concentré du coup plutôt sur deux, parce qu'on, bon, évidemment, on peut pas tout mettre dans une thèse, hein. On Mhm. continue à travailler dessus, mais là, c'est vraiment concentré sur l'obésité et le cancer qu'on a rajouté, et D'accord. plutôt l'aspect hépatique que musculaire. Ça, il y a un nouveau doctorant qui va, je pense, prendre le relais sur cet aspect-là. Et du coup, oui, ça fait 4 ans que je travaille dessus. On va dire que j'ai fait les 2 premières années de ma thèse vraiment sur l'aspect plutôt obésité, diabète de type 2. Et puis, on a eu un financement par l'association Alsace contre le cancer au milieu de ma thèse qui nous a permis du coup de lancer une étude préliminaire sur les souris qui développent des tumeurs mammaires. Et on a trouvé des choses vraiment très, très intéressantes. Donc, on aimerait poursuivre là-dedans. Et puis, moi, j'envisage après ma thèse d'approfondir dans le cancer et surtout le rôle délétère du sucre qui, je pense, est pourtant connu depuis Otto Warburg. C'est très vieux, hein, ça fait plus d'un siècle et pourtant, c'est quelque chose qui reste très négligé dans la recherche. Dans la recherche dans le cancer, on a tendance en plus à se focaliser aussi sur la tumeur en elle-même.
Nous, au laboratoire, on essaye d'avoir une approche vraiment physiologique et en ce moment, on est en train d'aller creuser, regarder ce qui se passe un petit peu au niveau des autres organes, du foie, du muscle, parce que je suis persuadée que la tumeur, elle agit un petit peu comme une sorte de parasite. Elle demande énormément de sucre, énormément d'énergie et ça, elle va le chercher ailleurs. Et le foie, c'est un organe formidable et il est capable de produire du sucre de façon endogène. Et voilà, on est en train d'explorer cette voie parce que c'est pas impossible que tout le corps en fait soit asservi et se retrouve un petit peu au service finalement de la tumeur. Comme tu le dis, on en revient aux travaux de Warburg. Alors, Laurent Schwartz en parle depuis 30 ans, c'est son cheval de bataille. Et maintenant, on sait très bien qu'il y avait vraiment une vision métabolique du cancer, donc maladie métabolique, jusque dans les années 70. C'était enseigné dans le cursus médical. Et après, ils ont switché sur une approche génétique uniquement. Le métabolisme, on s'en foutait. La mitochondrie, on s'en fout. OK, très bien. Le problème, c'est qu'on voit ce qui se passe au niveau des traitements. Depuis 30 ans, il n'y a pas d'évolution sur l'amélioration de la guérison, en particulier chez l'adulte. Les seuls vraiment résultats probants qui ont été apportés, c'est principalement dans le cancer chez l'enfant, avec certains traitements, mais chez l'adulte, il n'y a pas d'amélioration. De l'autre côté, on a vu des chiffres alarmants, 85% de cas de cancer supplémentaires sur les 30 dernières années. Donc on voit qu'il y a un vrai problème en fait de vision. Et souvent, les gens ils veulent essayer d'opposer la vision métabolique avec la vision génétique, alors qu'en fait, c'est un peu la même chose, parce que quand on voit la vision métabolique, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a une surcouche qui s'appelle l'épigénétique. On sait très bien que notre génome, pour faire simple, il va être figé, mais on a une surcouche qui, elle, est une sorte de multitude d'interrupteurs qu'on peut activer ou désactiver selon notre mode de vie, notre stress, notre alimentation, notre respiration, notre activité physique, l'exposition au soleil, etc. Le sommeil, principalement aussi. Toutes ces choses, en fait, peuvent activer et désactiver des gènes qui viennent intervenir sur le cancer. Donc, on revient encore à une vision métabolique, même s'il y a un aspect génétique et épigénétique qu'il ne faut pas négliger. Mais la clé du problème, c'est la mitochondrie. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui la vision dominante de la lutte contre le cancer, malheureusement. Bah, de toute façon, c'est clair et net. Hein. Quand on prend si on va sur les sites internet vraiment des grandes agences de lutte contre le cancer, les associations, etc., c'est dit clairement que l'alimentation est un facteur de risque. Enfin, ça, tout le monde le dit, tout le monde en parle. Tout le monde est d'accord là-dessus. Par contre, dans la recherche, la prise en charge alimentaire, elle est inexistante. Le docteur Djic aussi, tu as vu notre témoignage il n'y a pas très longtemps, le disait de façon remarquable, et cette citation, je vais la reprendre souvent, le régime alimentaire, mangez ce que vous voulez contre le cancer, n'a pas été prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que quand on voit, et aujourd'hui c'est la norme, moi j'ai des milliers de personnes avec qui je suis en contact, qui me remontent les informations. Aujourd'hui, en 2023, on a encore des cancérologues, des nutritionnistes dans des services de cancérologie qui disent à des patients touchés par un cancer, ah non, mais mangez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Ça n'a pas de sens scientifiquement, parce que tu lis la littérature scientifique, je la lis aussi, et ce n'est pas ce qu'on voit dans la littérature scientifique. Donc, ça n'a pas de sens que dans la pratique quotidienne de la médecine, ça n'a pas été encore incorporé. Et d'ailleurs, c'est assez fou parce que quand on veut proposer en fait de la recherche sur l'alimentation dans le cancer, on se confronte à qu'on nous dise le problème, c'est qu'on ne sait pas s'il y a des interactions avec les médicaments, ce genre de choses. Donc, en fait, personne veut se mouiller hein, d'une certaine manière. Sauf que si on prend l'autre côté, on ne dit pas non plus aux patients, on ne suit pas leur régime. Je veux dire, c'est cette fameuse phrase de mangez ce que vous voulez, faites-vous plaisir. Je veux dire, il y a plein d'études qui montrent aussi que, par exemple, l'alimentation occidentale, Western diet, hein, riche en sucre, en graisse, etc., c'est un facteur de risque qui augmente le risque de cancer. Donc, voilà, les choses changent. Hein, je pense que maintenant, il y a des médecins qui s'intéressent à l'alimentation, qui se posent les bonnes questions, mais il y a encore un grand travail à faire. Et on voit aussi hein, dans la littérature, en ce moment, comme j'écris ma thèse, je fais beaucoup de littérature sur le sujet. Des études précliniques sur le modèle animal dans le cancer, il y en a un certain nombre. Et quand on passe aux études chez l'homme, là, on en a de moins en moins, ou alors c'est des toutes petites études sur des cas de cancer déjà très avancés. Donc, on ne donne pas, je pense, non plus la chance au régime cétogène de montrer en fait ses effets bénéfiques quand on le donne à quelqu'un qui est déjà condamné d'une certaine manière.
c'est plus compliqué de montrer des effets bénéfiques que si on fait sur une grande cohorte avec des gens qui commencent dès le début, quoi. Pas de problème, tu vois, je vais prendre l'exemple, je suis pas contre, ce qui a été fait, mais honnêtement, ça me plaît pas. Tu vois, il y a un essai qui va se faire à Gustave Roussy qui s'appelle Kétorin. Quand tu regardes un petit peu le résumé de l'essai, il te parle de régime cétogène, mais il te parle d'une molécule. Et quand tu vois comment est designé l'essai, en fait, c'est juste pour prouver que la molécule fonctionne, pas le régime cétogène. Donc ça va concerner le régime cétogène, mais ça apporte aucun élément intéressant sur le régime cétogène. Et finalement, pour moi, personnellement, moi, je ne suis pas ni médecin ni officiellement chercheur, je suis juste un citoyen qui essaie de s'informer. Quand je lis la littérature scientifique, j'apprends beaucoup plus sur des études de cas que sur des cohortes où des régimes sont mal designés. Concrètement, il ne faut pas oublier que quand vous avez une grande étude sur 15 000 personnes qui vous dit que le jus d'orange est bon le matin pour je ne sais pas quoi, on fait comment pour faire cette étude? On ne met pas 15 000 personnes dans un hôpital qui vont prendre le jus d'orange en vérifiant qu'on l'a bien bu, en analysant le jus d'orange, etc. C'est pas ça qu'on fait. On va appeler par téléphone un an après 15 000 personnes, on va leur dire alors, le 23 février de telle année, est-ce que vous avez bien bu un jus d'orange? Oui, non. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça n'a aucune valeur scientifique. C'est pour ça qu'il y a un vrai problème avec les titres, des fois, des études et les données. Quand on commence à creuser et qu'on voit les données, on se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de cohérent. Et faire des études sérieuses sur une approche nutritionnelle, ça coûte un argent fou. Il faut déplacer les gens, il faut les isoler, il faut contrôler parfaitement ce qu'ils vont manger, etc. On peut le faire sur 10, 15, 20, 30 personnes. On ne peut pas financièrement le faire sur 5 000 ou 15 000. David Servan-Schreiber avait dit dans un de ses livres avant de décéder d'un cancer, si on devait prouver que la myrtille, par exemple, est bonne pour le cancer, de façon sérieuse, c'est 500 millions de dollars qu'il faut mettre sur la table. Et les producteurs de myrtille, ils n'ont pas 500 millions de dollars pour financer une telle étude. C'est ça le vrai problème. C'est que juste la nutrition, comme ça ne rapporte pas d'argent, eh ben, on n'a pas de quoi financer ce que les laboratoires pharmaceutiques ont les moyens de financer pour prouver l'efficacité d'une molécule. C'est ça la vraie difficulté que nous avons aujourd'hui, à mon sens. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis sur les designs des études, c'est vrai que les titres peuvent être trompeurs, hein. Pareil sur les études dans l'obésité, par exemple, si on revient dans ce sujet-là, des fois on voit des titres kétogénique diet, etc. Puis quand on creuse, en fait, on se rend compte que la composition des repas, on est à plus de 100 grammes de glucides par jour. On ne peut pas être en cétose quand on mange autant de glucides. Donc dans ce cas-là, il y a une grande on qui a n'est été pas publiée sur il un n'y a pas très kétogénique longtemps diet. et qui disait justement que le régime cétogène augmentait le risque de mortalité cardiovasculaire. Et quand on regarde l'étude, c'est bien marqué dans le titre, hein, c'est bien marqué dans le résumé. Quand on regarde dans l'étude, il n'y a jamais personne. Alors déjà, ça n'a pas été mesuré. C'est une étude, c'est une sorte de sondage pour faire simple. Et deuxièmement, il n'y a jamais personne qui mange en dessous de 140 grammes de glucides par jour. Ça veut dire que l'étude titre régime cétogène, mais il n'y a personne qui est en régime cétogène. Il n'y a personne qui est en cétose. Donc c'est une fraude pour moi scientifique. Et tu sais, je ne sais pas si tu as vu sur mon site, j'ai publié un article, c'est comment faire dire n'importe quoi à la science. Et pour moi, alors je reprends toujours cette étude parce qu'elle est géniale. Y a-t-il une étude randomisée double aveugle qui a été faite sur le rôle du parachute quand on saute d'un avion? Est-ce que oui ou non, tu mets un parachute quand tu sautes d'un avion? Eh bien oui, Forcément. il y a une étude qui a été faite et l'étude, elle conclut, il n'y a pas de différence entre une personne qui met un parachute et qui saute d'un avion avec une personne qui a un sac à dos vide à la place. Et l'étude, elle a été publiée sur le BMJ. Hein. Elle a été faite spécialement pour montrer qu'on peut faire dire n'importe quoi à une étude, si c'est bien rédigé, designé dès le départ. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'études qui sont des études de commande, c'est-à-dire que techniquement, on a des gens qui payent. Je connais, j'en parle souvent parce que c'est Halloween en ce moment et elle sort souvent Halloween, cette étude 2011, où ils avaient fait une grande étude, il y avait une dizaine d'auteurs, tout ça, ça avait un journal prestigieux, et on nous disait que les enfants, plus ils mangeaient de bonbons, et meilleur c'était pour leur ligne. Non, c'est sérieux, hein. C'est pas une blague. J'ai un dossier, j'ai 9500 études en PDF sur mon ordinateur, sur mes serveurs. J'ai un dossier qui s'appelle études de merde / corruption. Voilà. Et je les empile là-dedans.
Quand j'ai besoin de les ressortir, c'est plus facile à retrouver. Et donc, il y a ce genre de choses. Ça n'a jamais été retiré, hein, comme elle est toujours publiée. Mmh. Hein, tu la trouves sur PubMed. Et ça, quand ça a été publié, donc ça a été financé, bien sûr, par l'industrie agroalimentaire du bonbon, le plus grand aux États-Unis, et ça a été repris dans le monde entier immédiatement dans tous les journaux. Mmh. Donc les parents, quand ils lisent ça, ils font quoi? Ils donnent des bonbons aux enfants pour qu'ils mincissent. C'est ça Ouais. aujourd'hui. C'est pour ça que tu le sais comme moi, dans la publication scientifique aujourd'hui, tu as un bon 80% qui va à la poubelle tout de suite. Parce que conflit d'intérêts, mal designé, etc., sans intérêt. Et la vraie science intéressante, elle est rare. C'est pour ça que je te mets en avant, parce que c'est vraiment intéressant ce que vous publiez en France. Voilà. Parce que ce que tu racontes, ça m'évoque le super documentaire d'Arte sur le sucre. Alors, Mhm. j'ai plus le nom en tête, mais on peut Oui, le retrouver très facilement. oui. Où justement, il montrait que quand ils allaient chez Coca-Cola, en fait, ils maintenaient que dans une alimentation équilibrée, il n'y avait pas de risque, etc. Et en fait, l'industrie du sucre, c'est un lobby tellement important que même les études, hein, on voit des études qui montrent que le sucre n'est pas délétère, payé par l'industrie du sucre. Bah, Alors, c'est important, les industriels qui payent des études. C'est sûr que nous, par exemple, on a été financé par une industrie qui produisait des acides gras à chaîne moyenne. Ça nous a permis de faire des recherches. Maintenant, ils nous ont juste fourni et puis nous, on a fait nos recherches en tant que scientifiques. Il y a des choses qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention en tout cas quand on lit des articles, à bien les lire entièrement en fait et avoir tous les éléments en main pour s'assurer que les études elles sont faites correctement et qu'elles sont bien faites. c'est toute la difficulté du sujet. Et moi, je tire mon chapeau à Nina Teicholz, j'imagine que tu la connais, aux États-Unis, qui a fait un travail incroyable avec son livre The Big Fat Surprise. On a parlé sur le site, on a publié une de ses interviews, mais elle fait un travail remarquable en fait de débunkage de ces conflits d'intérêts qui sont partout. Là, en ce moment, régulièrement aux États-Unis, on a des grandes réunions qui sont faites pour décider des directives nutritionnelles pour les États-Unis. Donc concrètement, c'est les militaires, les cantines, les hôpitaux, etc., qui vont suivre ça. Et elle a encore publié un papier où elle montre que les 11 personnes qui siègent pour décider de ça, il y en a 10 qui sont en conflit d'intérêts direct et qui touchent entre 50 000 et 1 million de dollars par an par Mmh. l'industrie agroalimentaire. Donc concrètement, vous imaginez, je ne sais pas moi, l'industrie de la cocaïne en Colombie qui envoie 10 personnes sur 11 décider du régime alimentaire colombien, et vous avez un rail de coke en dessert pour tout le monde. Concrètement, on en est là. Et j'exagère pas. Et le problème, c'est que les États-Unis sont regardés par le monde entier et sont copiés. C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, les 55, 60, 65% de glucides de l'alimentation des assiettes américaines, on en revient aux travaux frelatés, je vais être gentil, de Don Selkis dans les années 60, qui ont été repris partout, et on se retrouve avec un régime pauvre en sel, on se retrouve à avoir un régime pauvre en cholestérol alimentaire, les œufs c'est un mauvais aliment, blablabla, bla, bla, bla. Et au final, ça fait 70 ans qu'on se traîne cette mauvaise science, et encore, je suis très gentil, parce que d'habitude, je suis un peu plus méchant avec lui, parce que clairement, il a truqué ses données, il n'a Mmh. pas tout publié, il a publié juste ce qui l'intéressait, et on se traîne des directives nutritionnelles dans le monde entier, au moins occidental, à partir de cette mauvaise science. Donc c'est gravissime, c'est des conséquences qui sont énormes. Mmh. Et Ouais, là, mais ouais. Vas-y, excuse-moi. ouais, enfin, ce que tu dis sur les œufs, on a écrit il n'y a pas longtemps un article grand public hein, sur la question, et c'est vrai qu'on entend encore beaucoup dire en fait que il faut pas manger des œufs, que ça augmente le cholestérol. Ça a été retiré ça des recommandations, mais il n'y a pas de preuves scientifiques qui montrent que le cholestérol qu'on consomme élève le cholestérol au niveau sanguin. Donc ouais, on entend encore énormément de choses, et je me souviens de ton passage à l'académie de médecine où quand tu avais parlé du régime cétogène, en fait, il y a des médecins qui se sont braqués en disant qu'il fallait absolument manger des glucides et des quantités qui sont quand même astronomiques. Euh, voilà, on entend encore beaucoup de choses et ça fait encore foi et il faut que ça change. Ça, c'est clair et net. Moi, je le dis, mais comme je dis, je suis personne, donc je vais te poser la question. Explique-nous dans des termes simples pour que tout le monde comprenne. Je sais que tu es vraiment excellente dans le domaine, parce que tu as réussi
à expliquer le régime cétogène pour perdre sa graisse corporelle en 180 secondes et je mettrai le lien en description de cette vidéo parce que c'est un gros challenge. Je suis pas sûr, d'avoir réussi à faire ça. Moi qui fais toujours trop long, c'est pas facile à faire court. Et je vais te poser cette question, c'est, au niveau des glucides, tu as énormément de médecins, nutritionnistes qui passent souvent sur les plateaux télé, d'ailleurs c'est tout le temps les mêmes, et même des diabétologues qui sont spécialisés dans la glycémie, on va dire, qui nous disent que les glucides sont essentiels à la vie, c'est un nutriment indispensable. Alors, je parle des glucides alimentaires, les glucides de notre assiette sont indispensables à la vie des êtres humains. Donc, on sait que nous avons une grande catégorie de nutriments essentiels à la vie. Les protéines, ça ne se discute pas. Les lipides, ça ne se discute pas. Tous les micronutriments au sens large, vitamines, minéraux, oligo-éléments, ça ne se discute pas. L'eau, c'est pareil, il ne faut pas l'oublier. Sans eau, on ne vit pas. Mais ma question est-ce que les glucides alimentaires sont indispensables à la vie en santé chez un humain, d'après toi? Alors, ça soulève pas mal de choses intéressantes. Le premier, moi j'aime beaucoup revenir dessus quand j'en parle en conférence, c'est que notre génome aujourd'hui qu'on a, les gènes qu'on a, on descend d'Homo sapiens, hein, donc qui en fait lui, il n'avait pas de glucides ou vraiment très très peu. Hein. Ce qu'il avait, c'était ce qu'on retrouvait finalement dans les fruits, pour faire très simple. Et il survivait très bien avec un apport en glucides qui était vraiment restreint. En évoluant, évidemment, on a progressé, l'homme il s'est mis à faire des cultures, à faire de l'agriculture, etc. Et dans le génome, on voit apparaître l'amylase, qui est l'enzyme qui dégrade l'amidon. Donc à partir de ce moment-là, c'est le moment où l'homme commence à manger des féculents. Et encore une fois, c'était des glucides qui sont des glucides complexes, qui ne sont pas du tout raffinés, qui mettent vraiment du temps à se dégrader. Donc on a dans notre génome quand même des enzymes qui sont là pour dégrader des glucides complexes. Aujourd'hui, je pense que un des premiers problèmes majeurs, c'est qu'on mange des glucides qui sont ultra transformés et qui sont des bombes de sucre, en fait, finalement. Hein. Très vite, ça relargue le glucose. Et puis, en fait, on a aussi une voie métabolique qui est formidable, qui est la voie des corps cétoniques, qui permet d'apporter au cerveau, qui effectivement, le cerveau a besoin normalement de sucre puisqu'il ne peut pas dégrader tout seul le gras. Mais on a cette voie des corps cétoniques où le foie va transformer les acides gras en corps cétoniques, donc en substrats énergétiques, qui vont pouvoir servir pour le cerveau comme source d'énergie. Donc la réponse, est-ce que c'est indispensable? Je ne pense pas qu'on puisse dire que les glucides soient indispensables. De toute façon, c'est la preuve. Hein, si on ne mange pas, par exemple, de protéines du tout, on va avoir des grosses carences. Par contre, un régime cétogène, quand il est correctement suivi, et je pense que c'est là toute la clé finalement du succès du régime cétogène, c'est un régime cétogène qui est correctement suivi et équilibré. Et je pense qu'il y a beaucoup de détracteurs qui se placent là. Il y a des études qui montrent les effets négatifs. Quand on va creuser, on se rend compte qu'il y a un apport en protéines qui est à 4%, qu'on est à, par exemple, plus de 90% de glucides et vraiment très peu de protéines, voire zéro en glucides. Hein. Les glucides, c'est pas que les céréales et tout ça. Hein. On pense au lactose qu'on trouve. Je pense que Le foie avec le glycogène, par exemple. Donc je pense qu'on mange, enfin, si je peux résumer, en fait, je pense qu'on mange beaucoup, beaucoup trop de glucides aujourd'hui et que c'est pas un aliment qui est indispensable et qu'on pourrait revenir à une alimentation si pour des raisons X ou Y, on en parlait tout à l'heure, le régime cétogène est trop compliqué à suivre, au moins une alimentation low carb avec peu de glucides et vraiment des glucides, des bons glucides, hein, des céréales qui sont pas transformées, revenir à des espèces de blé plus anciennes, etc. Voilà, je pense qu'effectivement, on est dans un monde moderne où il y a beaucoup trop de glucides et qu'on pourrait s'en passer. Donc, de façon courte, on est d'accord pour dire que quand on passe sur un régime cétogène, voire un régime zéro carb, c'est jamais zéro en fait, parce que moi, ça fait 11 ans que je suis en cétose nutritionnelle, ça fait déjà moins plus de 5 ans que je suis plus ou moins en carnivore diète, voire strict. Mais il y a toujours un glycogène résiduel dans la viande musculaire que tu vas manger. Il y a du glycogène si tu manges du foie.
Donc, même en une carnivore stricte, tu es toujours au moins à 10 grammes de glucides par jour, rarement en dessous. Et on sait que de façon métabolique, l'être humain a besoin d'autour de 25 grammes de glucose par jour. Et donc, le delta, c'est-à-dire même si tu jeûnes, imaginons que tu ne manges pas, ton corps va fabriquer ces 25 grammes de glucose que tu vas utiliser, qui vont rentrer dans le cycle de Krebs. On ne va pas détailler ça aujourd'hui, mais pour faire simple, ton corps les fabrique. Alors qu'il y a le corps ne sait pas fabriquer des protéines, le corps ne sait pas fabriquer des lipides. Il sait les transformer, mais il ne sait pas les fabriquer. Idem avec les micronutriments. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des nutriments essentiels à la vie, dans le sens où si on ne les apporte pas, on meurt à court, moyen ou long terme. Rappelons juste que l'expérience de jeûne thérapeutique la plus longue du monde, c'est 360, un peu plus d'1 an, c'est 370 jours. 370 jours de jeûne, donc ça veut dire sans aliments, sauf compléments alimentaires en vitamines et minéraux. Ok. Je ne conseille pas de le faire parce que dans l'expérience, il y en a 3 sur 4 qui sont décédés. Hein. On ne rigole pas avec ça. C'est des cas d'hyperobésité. Ça pourrait plus se faire au niveau éthique aujourd'hui, mais ça a existé. C'est scientifiquement documenté. Donc, on s'en sert. Ce que je veux dire, c'est qu'il est rentré dans une phase de catabolisme, il a détruit des muscles, il a mangé sa graisse corporelle, etc. Mais à un moment donné, s'il ne se réalimente pas, il meurt. On a besoin de protéines pour vivre, on a besoin de lipides, on a besoin de micronutriments. Mais les glucides, si on s'en passe de la naissance à la mort, on peut complètement s'en passer dans son alimentation, à condition d'apporter suffisamment du reste. Par exemple, s'il y a suffisamment de protéines, on va faire ce qu'on appelle de la néoglucogénèse. Donc, on va créer les glucides, les quelques grammes de glucose qu'on a besoin pour alimenter certaines cellules qui en sont dépendantes, mais on n'en a pas besoin dans notre assiette. Donc, tout ça pour ressouligner que quand vous avez des diabétologues ou des médecins qui vous disent « les glucides sont indispensables à la vie, vous allez mourir à brève échéance si vous n'en mangez pas, votre cerveau consomme 150 grammes de glucides par jour, de glucose par jour », c'est faux. C'est faux. Un régime occidental, chez quelqu'un qui mange 55% de glucides, va faire que votre cerveau consomme environ 120, 130, 140 grammes de glucose par jour. OK? Mais quand vous passez en keto, ça va être réduit à peut-être 20 grammes par jour. Parce que vous avez des corps cétoniques qui prennent la place. Du coup, ces substrats-là, on peut considérer qu'ils sont essentiels, puisqu'on a plusieurs voies métaboliques pour les remplacer. J'ai pas dit de bêtises, tu peux me corriger. Hein. Non, c'est tout à fait vrai. Hein. Le foie, il est capable, effectivement, par la néoglucogénèse de produire du sucre. Et d'ailleurs, la base initiale du régime cétogène, c'était de pouvoir mimer le jeûne de façon durable. Oui. Et du coup, ça souligne encore une fois l'importance de bien équilibrer tous les micronutriments qui sont essentiels, l'apport en protéines, en lipides aussi, parce qu'un autre risque, et on voit beaucoup d'études, et moi ça me dérange toujours un peu dans l'obésité, où on fait des régimes cétogènes mais hypocaloriques, où en fait il faut apporter quand même suffisamment d'énergie avec les lipides. Et nous, on l'a montré dans nos études, là, ce qu'on est en train de publier en ce moment, c'est que pour la même quantité de calories, donc en hypercalories, si on ne mange pas de glucides, nos animaux, puisqu'on travaille sur un modèle murin, elles arrêtent leur prise de poids. Elles ne développent pas de diabète de type 2, elles ne font pas de maladie du foie gras, comparé aux souris qui sont nourries avec une alimentation occidentale, où là, on a une intolérance au glucose, on a du coup le foie qui devient très gras. Et en fait, le message qu'on essaye vraiment de souligner là-dessous, c'est que dans l'obésité, le problème, c'est pas que parce qu'on voit l'obésité sous un problème de balance calorique. On dit juste, c'est qu'on mange trop de calories, on n'en dépense pas assez. Nous, on montre, les souris, elles sont en hypercalories. Et quand elles n'ont pas de glucides, la prise de poids, elle s'arrête. Donc le problème, il est, je pense, vraiment dans l'association des glucides et des lipides ensemble. Et là, c'est catastrophique. D'ailleurs, il y a encore un peu de stupidité dans cette recherche scientifique qui, pour moi, juste dans le design, quand on pose l'énoncé, il ne tient pas de 2 minutes la route, où ils arrivent à mettre, par exemple, pour la souris, un régime très gras, hyper lipidique, provoque ça. Qu'est-ce qu'ils font pour faire ça? Par exemple, ils prennent des souris qui sont à 40% en lipides, 60% en glucides, on va oublier les protéines pour l'exemple, et tout d'un coup, ils augmentent de 50% l'apport en lipides. Juste ça, mais ils ne touchent pas aux glucides. Tu vois, ça c'est comme dire la viande rouge est cancérigène.
qu'est-ce que c'est que de la viande rouge? Ben, on a pris des gens qui mangeaient des hamburgers, des frites avec de la viande Mmh. rouge au milieu. Et personne ne s'est posé la question si le problème, ça pouvait pas être les pains et la pomme de terre à côté. Mmh. Non, Hein, je suis et on te dit complètement la viande rouge. d'accord. Le problème, c'est vraiment, c'est pour ça que toi et moi, on a l'habitude. Ça prend un temps considérable d'aller. Moi, quand on me dit, Ulrich, qu'est-ce que tu en penses de cette étude? Et je peux pas avoir une réponse en 2 minutes. Moi, ça me Mmh. prend 3 jours pour sortir une réponse. Puis pour l'écrire, ça me prend une semaine parce que je vais peser les mots. Tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, je rappelle juste que c'est 96 500 nouvelles études publiées chaque mois en moyenne sur PubMed. Ça veut dire des tombereaux. On peut pas tout lire. Humainement, c'est impossible. Il faut savoir trier. Et ce que je veux dire, c'est que l'immense majorité, pour moi, sa place, c'est à la poubelle. Et c'est un vrai régal d'avoir une belle étude intelligente qui amène des vraies données, on apprend des choses. Elles sont rares. Je ne sais pas si tu as le même avis que moi là-dessus, mais c'est pas tous les jours. Ouais, non, Et c'est compliqué hein, d'avoir. Puis en fait, on tire les. Enfin, en fait, il faut toujours aller regarder. Est-ce que les proportions elles sont correctes? Est-ce que la durée elle est correcte? Enfin, moi j'ai fait beaucoup de biblio. Hein. J'ai vu des régimes où on donne aux souris, je sais pas, 95% que de lipides. Évidemment qu'il va y avoir des effets négatifs. Enfin, elles ont aussi besoin de protéines ces souris. Ou des études chez l'homme qui disent l'effet, le régime cétogène n'a pas d'effet. Quand on regarde la durée, on l'a donné pendant 5 jours. Forcément, il faut. cette adaptation, quoi. Tu sais, et je suis content de vraiment publier cette série de vidéos. Là, je me suis fixé 100 témoignages le plus vite possible, donc je tourne tous les jours. Mais j'ai déjà une liste, je peux en faire des milliers. Donc à un moment donné, il faut arrêter de raconter des conneries. On a juste des gens qui vivent cétogène depuis des années, qui ont une expérience, qui peuvent donner un retour. J'ai plein de programmations, diabète de type 1, de type 2, perte de poids. On a déjà publié Stéphanie, 70 kilos. J'espère avoir Guillaume, moins 75 kilos en 18 mois. Comment syndrome du foie gras, donc syndrome NASH chez quelqu'un que je vais interviewer dans une semaine, toutes les pathologies auto-immunes, cancer bien sûr, etc., etc. Et les sportifs de haut niveau. On a les témoignages. Donc moi, je suis très féru de science, j'aime la science, on a besoin de science, de toujours plus de science pour expliquer les choses. Mais à un moment donné, un médecin ne peut pas dire ça ne marche pas quand on a déjà de la littérature et quand on a déjà des témoignages. Typiquement, je le sors souvent, mais pour moi, il est remarquable. J'ai perdu ma mère d'un glioblastome en 2010. Les gens qui ont un diagnostic de glioblastome, c'est un des cancers les plus graves. On ne sait pas le guérir aujourd'hui. Au mieux, on sait le ralentir un petit peu. Le témoignage de Christophe Cancard que j'ai publié en 2012, après une chimiothérapie, après radiothérapie, après une chirurgie, on lui dit rentrez chez vous, allez voir votre famille, on ne peut plus rien faire pour vous. On lui donnait 1 ou 2 mois. C'est sa sœur qui découvre le régime cétogène, elle est ingénieure, elle lui dit, tu sais, tu risques pas grand-chose d'essayer. Il essaye, il est en cétose nutritionnelle et il a totalement stabilisé sa tumeur. Ça fait 11 ans maintenant. Mmh. Donc on peut pas. Toi, les études de cas, pour moi, qu'elles sont importantes. Tu as les publications des docteurs Toth et Clément en Hongrie, ils sont pareils, ils ont fait des trucs remarquables. Des gens qui étaient en phase terminale de cancer, les gens sont toujours là. Donc les études de cas sont importantes parce que Ouais, ça prouve que c'est possible. je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est important de faire des études de cas. Quand j'en parlais tout à l'heure, c'était plutôt dans le sens où, justement, le régime cétogène, dans le cancer en tout cas, et on dit qu'on n'a pas de preuves scientifiques car on n'a que des études de cas. Et du coup, par principe, on considère que ça ne peut pas toucher, enfin, être applicable au plus grand nombre puisqu'on l'a démontré sur voilà, 3, 4, quelques patients. Euh, et c'est là le problème. Et j'espère vraiment, enfin, c'est quelque chose qui me passionne, hein, le rôle du sucre dans le cancer et le régime cétogène comme outil. Alors évidemment, l'idéal, ça serait en complément j'espère hein, que dans peut-être quelques années, on fasse, quand on arrive à l'hôpital avec un diagnostic de cancer, qu'on ait une prise en charge nutritionnelle tout de suite et puis les traitements à côté. Il y a plein d'études hein, sur la souris qui montrent qu'on optimise en plus les effets des chimiothérapies, de la radiothérapie, même de nouvelles molécules, hein, des inhibiteurs des P3 kinases, hein, qui sont du coup des enzymes qui favorisent en fait la croissance tumorale. C'est une voie en fait qui est activée par l'insuline. Donc si on met en même temps ces inhibiteurs plus un régime cétogène, on diminue vraiment l'insuline et puis la glycémie, d'avoir en fait une prise en charge bien meilleure. Et je pense qu'il y a aussi un problème, c'est que
on a souvent tendance à croire que, enfin, en tout cas, quand j'en parle, ça m'arrive de me retrouver face à des médecins qui ont l'impression qu'on veut remplacer la thérapie par la nutrition. C'est pas ça. L'idée, c'est de prendre en charge le patient et la maladie par toutes ces approches et effectivement utiliser des traitements. On a des traitements formidables et d'utiliser l'alimentation. Aujourd'hui, on sait que l'alimentation, c'est un facteur de risque énorme de développer une obésité. Pourquoi on ne veut pas traiter l'obésité en prenant correctement en charge la prise alimentaire? Moi, c'est encore plus simple. J'ai souvent une façon plus simple de voir les choses. Toi, tu me parlais tout à l'heure de, ce qu'il faut mettre tant de grammes, tant de pourcentage, et cetera. Moi, j'ai une approche plus simple encore. Je ne vois pas pourquoi on fera une étude clinique pour démontrer que la vache, son régime alimentaire, c'est l'herbe. Parce qu'il suffit juste de regarder la nature. Bon, l'être humain, c'est pareil. Si je dis aux gens, et je l'ai expliqué dans la Ceto Academy, je fais l'être humain, à la base, c'est simple. Imaginez-vous un endroit totalement vierge, c'est-à-dire pas d'agriculture, pas d'humains qui sont venus maîtriser cette agriculture, c'est-à-dire pas d'espèces botaniques qui ont été amenées par l'homme. Typiquement en Afrique, tout le monde s'imagine c'est un jardin d'Éden. Quand on regarde l'état endémique des espèces biologiques en Afrique il y a 5000 ans, c'est très pauvre. Hein. Les fruits, il n'y en a pas toute l'année. Il faut arrêter avec la mangue, la goyave, la banane toute l'année. Ça n'existe pas en Afrique, ça. Bon, donc ça, c'est l'état normal pour les êtres humains. Donc vous êtes totalement dépendant de la chasse. Vous prenez un couteau. Moi, j'aime bien faire déshabiller les gens. Juste un petit slip. Pourquoi? Parce que vous allez être soumis aux aléas climatiques. Ne serait-ce que le fait de générer sa propre chaleur, ça consomme une énergie folle. Aujourd'hui, les gens sont couverts, ils ont le chauffage, la clim, ils ne se rendent pas compte. Mais quand vous devez survivre à une nuit à -10 dehors avec juste une peau de bête sur le dos, la dépense énergétique, c'est pas la même. Hein. Et donc, tout ça, ça fait une dépense énergétique quotidienne moyenne qui doit être équilibrée par un apport énergétique moyen. Et donc, du coup, vous vous retrouvez totalement dépendant de votre couteau et de votre chasse. Si vous chassez pas, vous êtes mort. Et quand on regarde un petit peu la composition corporelle des animaux, parce qu'à l'époque, on mangeait toute la bête, on jetait rien, eh ben on a les proportions naturelles des restants de glycogène dans les tissus, protéines et lipides. Et on a un régime cétogène correctement formulé. C'est simple à la base. Nous sommes dépendants de la chasse. Et je vais interviewer un professeur de paléontologie très connu français qui donne des cours au Collège de France. Et il nous avait mis en évidence que l'être humain, depuis 2,5 millions d'années, était totalement dépendant de la chasse, totalement dépendant des produits animaux et a suivi un régime cétogène depuis 2,5 millions d'années. Donc, on va en parler ensemble à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que je comprends plus cette science, en fait, qui essaie de prouver des choses qui n'existent pas. Et dans le cancer, pour moi, le rôle premier du médecin, c'est guérir le cancer. Point barre. Peu importe les outils qu'il a à sa disposition. Il ne faut juste pas avoir des œillères en disant « Ah non, ça je ne veux pas utiliser pour guérir le cancer. Moi, j'utilise que ça. » Il y a un problème. Toi, moi, je me suis intéressé à l'approche métabolique au sens large. Le régime cétogène est un outil. Je me suis intéressé à utiliser et tester des caissons hyperbares. En France, toi, la médecine hyperbare, inconnue. Quand tu commences à mettre des patients dans des caissons hyperbares à 2 atmosphères et demie, tu te retrouves à amener de l'oxygène dans des tissus qui ne sont pas oxygénés. La cellule cancéreuse, elle n'aime pas du tout. Tu as 5000 caissons hyperbares en Chine en libre service. 5000. Ils traitent officiellement 40 pathologies avec ça. Le plus grand au monde, il est en Israël, un des plus grands professeurs sur le sujet. Lui, je lis toutes ses études à chaque fois qu'il les publie, parce qu'il a travaillé sur la médecine hyperbare, sur plein de pathologies qui vont du diabète à la perte d'audition, au trauma crânien, etc., etc. Je suis aussi des travaux sur le deutérium. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du deutérium humain, donc l'eau, le deutérium, l'appauvrissement au deutérium pour le cancer, c'est des vrais sujets, il y a beaucoup d'études. Et on se rend compte en fait que le régime cétogène est clé dans l'appauvrissement au deutérium. Donc ça, c'est des sujets en fait qu'il faut plugger les uns avec les autres. Et puis tu vas parler avec le docteur J. Kelsey, qui s'y connaît beaucoup sur les micronutriments. Elle va te donner le rôle des micronutriments sur le cancer. Et en fait, pour moi, tous ces gens-là doivent communiquer pour finalement faire une approche métabolique contre le cancer. Et ça, c'est pas fait. J'ai l'impression que chacun a sa petite église en disant ah non, moi je suis pro immunothérapie. Ah non, je fais pas le reste. Moi, je suis pro telle molécule. Je fais pas le reste. Il n'y a pas de vision globale en fait. C'est ça qui est un peu que je trouve personnellement dommage. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense aussi que le cancer, on a tendance à le voir comme juste la cellule cancéreuse qui fonctionne de telle manière. En plus, chaque cancer a ses spécificités. Pourtant, les hallmarks du cancer, hein, elles ont été décrites en 2000 puis approfondies en 2011.
c'est écrit que toutes les cellules cancéreuses, elles présentent ce dérèglement du métabolisme. Donc effectivement, hein, je suis d'accord, je pense qu'il y a une approche plus générale à faire, et puis pas voir uniquement pas voir en fait finalement que le côté sur la tumeur, mais aussi les autres organes en fait au niveau du corps. Hein, tu le dis très bien, hein, le foie il produit notre sucre avec la néoglucogénèse. En fait, je pense qu'il y a plein de choses à cibler. Pareil, le muscle, c'est un réservoir de protéines. Hein. Je veux dire, quand on a un cancer, on fait de la cachexie, on perd du poids, on perd de la masse musculaire. Pourquoi? Parce que le cancer, en fait, il utilise aussi nos différents organes pour produire finalement du sucre et de l'énergie. Et je pense qu'on peut cibler tout ça de façon générale. Et d'ailleurs, et c'est la grande hypothèse hein, du régime cétogène dans le cancer, c'est qu'en fait, on va apporter des lipides à tous les organes qui arrivent à les utiliser pour leur apporter de l'énergie. Et ça induit un stress important au niveau du cancer. Ça l'affame, on peut dire, hein, d'une certaine manière. Et puis notamment parce qu'il a des mitochondries qui sont dysfonctionnelles. On arrive du coup à réduire la croissance tumorale. Et nous, on l'a montré là sur nos souris qui développent des tumeurs mammaires. Quand elles prennent un régime cétogène, on leur a donné pendant 6 semaines, on diminue par 2 la croissance tumorale. On leur a juste donné du régime cétogène, on n'a pas de traitement associé, on diminue par 2. Donc je te laisse imaginer, j'aimerais bien qu'on arrive à faire ces études-là. En plus, si on donnait à la fois une chimiothérapie et le régime cétogène, je pense qu'on aurait des résultats qui seraient vraiment très bons. Je suis très enthousiaste sur ce genre de recherche, hein. Alors, j'en profite parce que tu parles justement de cellules cancéreuses et il y a un débat alors qui est un peu français parce que ça reste un petit peu concentré sur le docteur Maurice Israël qui avait mis en avant avec le docteur Schwartz. Tu sais que dans les cellules, et quand l'utilisation du substrat énergétique acétoacétate par la cellule a besoin d'une enzyme, et j'imagine que tu as entendu parler de la SCOT, avec l'expression de la SCOT dans certains tissus. Par exemple, on sait qu'un foie sain n'exprime pas SCOT, mais qu'un foie touché par un cancer va peut-être l'exprimer. On sait que le cerveau exprime relativement beaucoup SCOT, et puis le tissu qui l'exprime le plus, c'est le cœur, c'est un gros consommateur. Parce que les gens, en fait, c'est un peu compliqué hein, au niveau biochimie, c'est pas simple. Essayer de vulgariser ça pour un usage. Les gens, en fait, voient la mitochondrie comme une sorte d'usine à énergie, ce qui n'est pas faux. Mais on a dit longtemps que le régime cétogène affamait le cancer, et c'est vrai, parce qu'en fait, quand on passe sur des acides gras directement, ça marche autrement, mais il y a la voie de la création des corps cétoniques, donc principalement, on ne va pas parler de l'acétone, mais bêta-hydroxybutyrate, acétoacétate, et cet acétoacétate pourrait être utilisé par la cellule cancéreuse quand il y a l'expression de cette enzyme. Quel est ton avis de scientifique sur ce sujet? Alors, je pense que quelque chose qui est assez compliqué avec le cancer, c'est qu'effectivement, il y a plein de mutations qui peuvent apparaître et des enzymes qui sont surexprimées, sous-exprimées. Je pense qu'effectivement, alors je suis pas du tout, d'ailleurs ça m'intéresse vachement, j'irai regarder, pourquoi pas même dans notre modèle regarder. Mais c'est vrai qu'il y a des papiers qui disent que tous les modèles de cancer ne répondent pas pareil au régime cétogène. Et je pense qu'effectivement, c'est possible que si on a une surexpression des enzymes qui peuvent retransformer les corps cétoniques en acétyl-CoA, donc pour pouvoir l'utiliser pour faire de l'énergie, effectivement, on pourrait, en fait, le cancer pourrait finalement chanter la voie du régime cétogène. Après, est-ce que ça voudrait dire pour autant qu'il ne fonctionne plus? Pas forcément, parce que le régime cétogène, c'est pas que le voir en se disant on donne plus de sucre, parce que ça a d'autres conséquences. Par exemple, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la baisse de l'insuline. L'insuline, c'est une voie qui est dans le cancer, en fait, ça va empêcher la mort cellulaire, donc ça va favoriser en fait la croissance tumorale. Donc si on diminue l'insuline, on peut aussi avoir des effets importants. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut aussi poursuivre la recherche dans le cancer pour pouvoir vraiment caractériser. Effectivement, c'est possible qu'il y ait des cancers qui ne soient pas répondants au régime cétogène. Hein. Comme dit, voilà, le cancer, il se développe, il y a plein de mutations, il se passe plein de choses différentes. C'est pour ça qu'il faut poursuivre la recherche. Et pourquoi pas même,
j'extrapole, hein, mais je me dis, avec les méthodes de culture cellulaire qu'on a aujourd'hui, on pourrait presque en fait faire des cultures de cellules cancéreuses et tester directement si finalement elles répondent ou pas. Ça, je ne sais pas si c'est fait, il faudrait que je Si, fasse un peu plus c'est là-dessus. déjà fait, les Chinois ont commencé, Maurice Israël a continué, mais ma vision des choses, en fait, c'est toujours d'arrêter de prendre une loupe et de reculer parce que le problème, c'est que le régime cétogène a des milliers, des milliers, des milliers de bienfaits et que si on se focalise dans une boîte de pétri sur un aspect, oui, on peut avoir un effet négatif de ce phénomène, c'est-à-dire l'expression de la SCOT sur un tissu, mais de l'autre, comme tu l'as dit, par exemple, quand on est sur un régime cétogène, la production d'insuline baisse radicalement et rien que cet effet, en fait, peut contrebalancer l'effet, entre guillemets, «négatif» de l'expression de la SCOT dans une cellule cancéreuse. Il y a un papier qui a été publié pas plus tard qu'avant-hier, qui met en évidence l'explication précise du lien entre le cancer du pancréas et l'insuline. Et donc, on voit un lien direct. Donc, des gens qui consomment beaucoup plus de glucose, qui ont des grosses productions d'insuline, eh ben, ils sont plus à risque de faire un cancer du pancréas. Donc, à un moment donné, il faut regarder le régime cétogène dans sa globalité. Et quand je dis bien globalité, même pas que le ratio, quand tu dis régime cétogène bien formulé, c'est un terme que j'ai à cœur, parce que quand on a un régime cétogène qui, pour moi, est mal formulé, pauvre en micronutriments, qui entretient des carences ou qui utilise des acides gras de mauvaise qualité, typiquement, moi, j'ai vu des gens qui faisaient des régimes cétogènes avec 450 grammes de cacahuètes, d'arachides, coupés en 3 sacs, et ils mangent 3 fois 150 grammes Ouais. d'arachides dans la journée. Quand on regarde le profil en acides gras de cet arachide, c'est une catastrophe, c'est une bombe. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on parle excusez-moi, de régime cétogène bien formulé, parce que le détail compte et ça peut mettre en échec l'ensemble, y compris quand on lutte contre une maladie. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Et moi, Exactement. j'incite vraiment les gens à prendre un peu plus de recul parce que, tu vois, il y a eu Thomas Seyfried aussi qui a beaucoup travaillé sur la filière glutamine. Hein, il a travaillé sur des inhibiteurs. On sait que certains traitements vont faire produire beaucoup de glutamine dans la circulation. Ils vont proposer un régime cétogène pauvre en glutamine, donc un acide aminé, et puis même des inhibiteurs. Bon, ok, très bien, on travaille là-dessus, pourquoi pas. Et donc, il y a des gens qui travaillent sur des inhibiteurs de la SCOT. Bah, pourquoi pas, il faut faire des essais, on regarde ce qui se passe. Mais mon message, c'était attention, le régime cétogène, ce n'est pas qu'un point précis, c'est vraiment un contexte métabolique qui change radicalement par rapport à un contexte métabolique riche en glucides. Je ne pense pas avoir dit de Oui. bêtises. Mais comme aussi, si tu prends le bêta-hydroxybutyrate qui a des effets anti-inflammatoires qui sont démontrés. Au niveau de la tumeur, on a une grosse dérégulation de l'inflammation. Et je pense, tu le dis très bien, qu'il ne faut pas se focaliser que se dire oh là là, la tumeur, elle peut utiliser de l'acétoacétate. De toute façon, la tumeur, elle va essayer, je la personnifie un peu, mais d'utiliser de l'énergie, peu importe quoi. Ce qu'il faut voir, c'est effectivement les effets autour. Et effectivement, je pense qu'il y en a plein. Il y a l'insuline, il y a l'effet anti-inflammatoire. Le Il système y a immunitaire. aussi tu peux induire un stress oxydatif au niveau des mitochondries, puisqu'elles peuvent très bien avoir cette enzyme très bien. Mais si la chaîne respiratoire dans la mitochondrie, elle dysfonctionne, on va avoir un stress oxydatif qui est délétère pour la tumeur. Donc, d'une certaine manière. Et puis, encore une fois, si la tumeur, elle se retrouve en hypoxie, elle peut toujours avoir de l'acétoacétate, le transformer en acétyl-CoA, elle ne pourra pas l'utiliser correctement. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'effrayer sur une enzyme en particulier. Je pense que ça peut être aussi un mécanisme compensatoire de la tumeur, hein, comme par exemple, comme les tumeurs, elles utilisent le glucose pour faire de l'énergie via la voie de la fermentation lactique, elles se retrouvent à surexprimer les récepteurs au glucose puisque la voie de la fermentation lactique, elle ne produit pas autant d'énergie que l'utilisation par la mitochondrie. Donc forcément, elle surexprime les récepteurs et les enzymes de la glycolyse. Donc ça peut être aussi un mécanisme compensatoire. Ça ne veut pas dire que ça aboutit à forcément de l'énergie pour la tumeur. Et puis de toute façon, je veux dire, si on n'est pas en régime cétogène, rien ne dit que une autre alimentation ne fournira pas non plus de l'énergie à la tumeur. Je pense qu'il faut le voir effectivement dans sa globalité, voir tous les effets bénéfiques et effectivement voir s'il fonctionne.
C'est ce qu'avait mis en évidence Warburg et toute la génération de scientifiques qui ont suivi. Pour faire simple, la cellule cancéreuse, c'est une cellule avec une mitochondrie défaillante et c'est un aspirateur à glucose. Alors, selon les papiers, c'est 20 fois, 25 fois plus de glucose qu'une cellule saine. Un aspirateur, littéralement. Et quand on veut, par exemple, je donne toujours cette image, quand on veut chercher des métastases, on injecte un sucre radioactif et ce sucre radioactif va se coller sur les métastases et du coup, on les voit à l'imagerie médicale. C'est le principe du PET scan. Et on a d'ailleurs le même effet quand on travaille sur l'exposition au froid avec le développement de la graisse brune. La graisse brune est une graisse particulière qui va fabriquer de la chaleur et c'est aussi un aspirateur à glucose. Et finalement, quand on s'expose au froid, c'est une façon, entre guillemets, de se prémunir de ça et on a vraiment ces cellules de graisse corporelle spécifiques qui viennent vraiment aspirer ces surcroîts de glucose et on a un état métabolique totalement différent. C'est pour ça que le régime cétogène, ce n'est pas que les corps cétoniques, c'est vraiment un ensemble. Et j'aurais pu parler aussi du système immunitaire. Je sais que tu as travaillé aussi sur le Covid, la prévention, le rôle du régime cétogène, etc. On sait que, je vais l'appeler comme ça de façon simplifiée, on a une immunomodulation dans le corps humain grâce au régime cétogène. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à avoir une rémission, une guérison des pathologies auto-immunes en particulier. On a un grand équilibre TH1, TH2, TH17 qui change radicalement avec un régime cétogène. C'est des psoriasis qui disparaissent, c'est des maladies de Crohn, c'est des scléroses en plaques, c'est toutes ces pathologies. Et donc cet état métabolique, il est important parce que le rôle du système immunitaire dans le cancer est pour moi central. On sait très bien qu'on va avoir un système immunitaire qui va être plus à dominance allergique, qui va être plus à dominance cancer. Notre système immunitaire, il lutte en permanence contre des cellules défectueuses. Et donc, rééquilibrer ce système immunitaire grâce au régime cétogène, c'est pour moi important. Et tu as dû le voir sur tes travaux, par exemple, ne serait-ce que sur le Covid, par exemple, sur l'immunité pour le Covid. Ouais, c'était surtout une revue de questions. On s'était posé la question et effectivement, en plus, enfin, de toute façon, le lien obésité et forme grave de Covid, il est évident. Le lien obésité-régime cétogène, il était aussi évident. Et en fait, en creusant, effectivement, on s'était rendu compte que l'aspect effectivement immunomodulateur du régime cétogène, il est très intéressant. Et ce qui est assez intéressant, là, je fais un peu le bilan des études précliniques chez la souris, parce que ça nous permet d'aller vraiment creuser dans la mécanistique. Moi, ça m'intéresse beaucoup de comprendre, enfin, les preuves du régime cétogène, ses effets bénéfiques dans l'obésité, ils sont plus à démontrer. Mais moi, j'aime bien aller creuser et comprendre voilà, ce qui se passe vraiment au niveau moléculaire, quels sont les gènes qui sont surexprimés, sous-exprimés, etc. Et dans le cancer, en fait, il y a finalement peu de réponses. On n'a pas une vue globale des voies métaboliques qui sont modifiées. Il y a un papier, il va s'intéresser à la modulation du système immunitaire, un autre aux facteurs de croissance, mais on n'a pas une vue générale et je pense que ça manque à la compréhension et peut-être aussi pour l'étendre et que ça intéresse plus les médecins qui peuvent être sceptiques. Quand on apporte des preuves scientifiques au point de vue moléculaire, c'est incontestable et souvent, ça permet enfin moi je l'ai vu, hein, dès que je parle juste d'effets systémiques, de mesure du foie, etc., j'ai des réponses mitigées. Quand j'apporte le gène qui est augmenté avec ma p-value, ma différence significative, là tout de suite, c'est moins discuté. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, je ne comprends pas qu'on fasse encore des études scientifiques pour démontrer des choses. Je pense que dans la science, aujourd'hui, on veut beaucoup démontrer et c'est important, mais c'est vrai que du coup, c'est un travail de fourmi. Oui. Et là, aujourd'hui, en tout cas dans le cancer, il y a beaucoup de questions encore qui restent en suspens et je pense que ça fait partie des choses qui bloquent aussi sa progression, en fait. C'est ce que tu dis, tu vois. Qu'est-ce que ça fait si on a une cellule cancéreuse qui augmente telle enzyme ou quoi. En fait, quand on aura les réponses de tous les effets du régime cétogène sur l'immunité, sur l'insuline, etc., je pense qu'on ne se posera plus ces questions-là et on ira dedans sans se poser de questions, quoi. Mais pour moi, l'approche métabolique, personnellement, c'est mon avis, hein, c'est juste un avis, l'approche métabolique est centrale et au sens large, le régime cétogène est une clé. Le sommeil en est une autre. Parce que quand on regarde au niveau chronobiologique ce qui se passe, la mélatonine produite au niveau cellulaire,
pour moi centrale. La vitamine D, l'exposition au soleil. L'exposition au soleil, on en revient. Il y a 150 ans, tu avais des cliniques d'héliothérapie. On mettait juste les gens au soleil. On avait compris, en fait, que c'était utile. On ne savait pas encore comment, mais on avait compris. Et aujourd'hui, on l'a oublié. Et on a 96% du temps humain en Occident qui est passé à l'intérieur avec des lumières artificielles. Et on se plante littéralement, vraiment. Et c'est pour ça que l'approche métabolique, pour moi, elle est divers. On parlait du deutérium. Tu sais, je fabrique une eau enrichie en hydrogène à la maison. J'ai un système pour enrichir l'eau en hydrogène. Ça, c'est des trucs. Pourtant, il commence à y avoir de la littérature. Tu n'as pas de machine, tu n'as rien. Quand tu regardes ce qui se passe au niveau cellulaire, le lien entre hydrogène et deutérium, central. Donc, on a des choses vraiment simples, peu coûteuses à faire, à étudier. Et on l'oublie parce qu'en fait, l'approche métabolique pour toutes les pathologies au sens large, elle est oubliée. Et on arrive à dire aux gens, ah bah, si vous êtes obèse, c'est génétique. Si vous avez un diabète de type 2, c'est génétique. Si vous avez telle pathologie, c'est génétique. Donc déjà, on a oublié l'épigénétique dans l'eau. Hein. On a oublié de dire aux gens qu'ils avaient, par leur mode de vie, la possibilité d'intervenir sur leur gène grâce à la surcouche épigénétique. Et ça empêche pour moi vraiment de répondre aux vraies questions. Et on a vraiment un carnage au niveau métabolique aujourd'hui, avec une hypersédentarité, avec des gens qui sont moi j'ai appelé ça un espace thermoneutre, c'est-à-dire ils n'ont jamais trop chaud, jamais trop froid. Le corps, il est thermoneutre, il n'y a plus d'efforts à faire. On se retrouve du coup à avoir des gens qui sont, pour moi, je l'ai expliqué dans deuxième livre, Bonjour Keto. Je me suis dit, ça y est, il y en a une tonne qui vont me tomber dessus. Il n'y a personne qui est venu me tomber là-dessus. Et j'ai expliqué qu'on était dans une forme, aujourd'hui, en Occident, de torpeur métabolique. C'est-à-dire, quand on cherche dans la littérature vétérinaire, on se rend compte de que se passe-t-il dans le métabolisme d'une souris qui hiberne 8 mois par an, non-stop. Que se passe-t-il là, moi j'habite au Colorado, il y a des ours, ils vont faire dodo pendant 6 mois. Là, ils sont en train de se gaver, ils ont pris 40 kilos, puis après ils vont faire dodo. Il se passe quoi au niveau métabolique? Quelles sont les enzymes qui sont activées? Typiquement, un ours, quand il dort 6 mois sans manger, il mange sa graisse, il ne touche pas à ses muscles. Comment c'est possible? C'est des enzymes qui sont désactivées. Tu vois, parce que ces animaux-là, ils hibernent. Et aujourd'hui, dans notre vie occidentale, on a un indicateur majeur, mais ils ont même été jusqu'à le masquer parce que personne ne veut vraiment se rendre compte. On a perdu un demi-degré de température corporelle en 150 ans. Et ça, c'est énorme. C'est juste une baisse de métabolisme. Alors, ils ont publié des papiers en disant c'est parce que on prend tel médicament, c'est parce que justement il y a ce climat thermoneutre, c'est parce que on est moins soumis à des infections, blablabla. Bla, 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 bla. Mais quand on regarde vraiment la littérature, on se rend compte qu'en fait, l'être humain aujourd'hui est rentré dans une forme de torpeur, une forme de métabolisme de base écroulé. Et c'est ce qui explique en partie, pour moi, l'épidémie d'obésité, de stéatose hépatique, etc. Parce qu'on est dans un état métabolique qui nous prépare à une forme d'austérité nutritionnelle, comme si on allait manquer de nourriture. Sauf que dans notre mode de vie aujourd'hui, on n'en manque jamais. Tu vois, c'est pas comme si on pouvait se gaver du mois de mars au mois de septembre, et puis du mois d'octobre au mois de février de l'année d'après, on est à 500 calories par jour. Ça n'existe pas, ce genre de contexte. Et j'ai essayé de mettre ça en évidence, mais personne n'a réagi malheureusement. Mais c'est majeur pour moi, parce que du coup, au niveau métabolique, ça entraîne toute une cascade de problèmes qui sont liés finalement à une sorte de suralimentation. Alors, il y a différents paramètres qui viennent expliquer ça, mais c'est la clé pour moi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là. Et on a fait un papier là qui va sortir, où en fait on a regardé ce qui se passait si on donnait du régime cétogène entrecoupé avec de la Western Diet. Donc pareil, on reste à un niveau calorique élevé à chaque fois. Quand les souris, elles passent en régime cétogène, elles perdent du poids, classique, hein, ça c'est plus à montrer. Par contre, dès qu'on les repasse en Western Diet, elles regagnent la totalité du poids. Et en fait, je suis allée un peu creuser parce que je me suis dit, c'est quand même assez incroyable. Bon, évidemment, hein, on a le problème de l'insuline qui fait stocker, etc., la reprise du sucre. Et en fait, je suis tombée sur une étude hyper intéressante où ils suivaient les participants de Biggest Loser, l'émission américaine où il fallait perdre du poids pour donc celui qui perdait le plus de poids gagnait un pactole, en gros. Et en fait, ils les ont suivis pendant 6 ans après et ils montraient que quand on avait une perte de poids, on avait une adaptation du métabolisme qui du coup diminuait en fait sa dépense énergétique, puisqu'en fait on lui induisait un stress de perdre du poids, plus assez d'énergie, surtout une perte de poids à cause d'une baisse calorique.
et qu'en fait, ces adaptations-là, elles étaient maintenues pendant 6 ans. Donc, en fait, la plupart de ces participants retournaient en fait dans les années qui suivaient à leur poids de départ parce que ces adaptations métaboliques, elles restent en fait. Et du coup, quand effectivement notre métabolisme il peut changer et que quand on a ce stress au niveau au niveau énergétique, en fait, on va favoriser le stockage. Et c'est ça finalement qui faisait aussi que notre ancêtre il pouvait survivre. C'est que s'il pouvait stocker pendant les périodes d'été, en fait, il pouvait survivre à l'hiver. Et c'est pour ça qu'on est aussi un excellent. L'homme est un excellent stockeur. C'est parce que il fallait survivre. Et le début de ma thèse, le premier chapitre, entre guillemets, je parle de ça, de l'évolution, comment on est passé d'un mode de vie sans glucides avec une alimentation peu abondante, avec des périodes où effectivement, hein, quand il y avait l'été et qu'il y avait des fruits, les animaux aussi, que c'était possible de les chasser, on allait faire du gras. Et puis l'hiver, c'était finalement la famine. Et ça, en fait, on l'a perdu avec l'industrialisation, puisque même quand on s'est mis à faire des cultures, on avait encore des fois des épidémies qui touchaient toutes les plantations, on pouvait avoir des catastrophes naturelles, etc. On n'avait pas de la nourriture en abondance. Et je pense que le combo abondance et nourriture ultra transformée, puis on ne bouge plus aujourd'hui. Hein, moi, la première, hein, je passe 9 heures, 10 heures par jour derrière mon ordinateur. C'est catastrophique. Alors, tout ce que tu dis, c'est super intéressant. Ça rejoint ce que j'ai essayé d'expliquer, de mettre en avant, ce qui n'est pas forcément compréhensible par tout le monde. J'ai expliqué aux gens de façon simple, nous avons un métabolisme de base, vraiment pour résumer, c'est notre dépense énergétique pour nous maintenir en vie en ne faisant rien. Pas de sport, on ne bouge pas. Bon. Ce métabolisme de base s'écroule. Jusqu'où on peut le faire s'écrouler? Eh ben, on en revient aux études d'Hans Selkis sur les études où il a affamé volontairement des gens au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et on sait qu'un métabolisme humain peut rester en vie jusqu'à 650 calories par jour. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont à 1500, 1800 kilocalories par jour de métabolisme de base, c'est-à-dire en faisant rien, qui tombent à 650. Notre corps a la capacité de réduire sa dépense énergétique jusqu'à ce niveau-là. Donc, chez la femme, c'est super facile à voir parce que généralement, la femme perd son cycle hormonal. Et ça se voit énormément chez l'athlète de haut niveau, l'athlète féminine. Donc, l'athlète féminine fait beaucoup de sport, beaucoup de dépenses énergétiques, mais mange pas suffisamment. Le corps détecte ça comme une phase où il est sa femme, le cycle est perdu. Mais après, c'est des choses un peu plus fines. Ça peut être les cheveux un peu cassants, les ongles cassants, une peau sèche. Enfin, donc, du coup, activité thyroïdienne qui va être dans les choux. Enfin, tout un tas de mécanismes qui font que le corps rentre vraiment en économie d'énergie. Et ça va même plus loin parce qu'il y a même un aspect épigénétique là-dessus. Il y a eu des études qui ont prouvé 2 grandes famines, une en Hollande et une en Chine, où ce biais vers un métabolisme en économie d'énergie se transmet de génération en génération grâce à l'aspect épigénétique. Alors, on peut l'inverser, mais c'est long. Il faut que ça soit fait longtemps avant la conception. C'est les études, tu parles des femmes enceintes qui, pendant les famines ou après. Elles n'ont vécu une famine, elles ont procréé et en fait, leur gène d'adaptation à la pénurie de nourriture s'est transféré à la génération suivante. Je trouve ça fascinant, c'est Voilà. hyper intéressant. Et la même chose avec l'obésité. Je ne sais pas si tu as vu, tu sais, l'italienne, je ne sais plus son nom, je m'excuse, qui travaille avec Walter Longo en Californie, qui est très, très, très focalisée sur l'épigénétique et le régime cétogène, avait expliqué exactement l'inverse, c'était le gène de l'obésité. Donc, elle avait mis en évidence l'épigénétique de l'obésité et que si on passait sur un régime cétogène drastique avec une grosse perte de poids, il fallait quelques années pour qu'au niveau épigénétique, ça ne se transfère pas à la génération suivante. Voilà, ça, c'est des sujets qui sont pointus, mais intéressants. Et le métabolisme de base, j'ai vraiment alerté, mais les gens, ils ont encore du mal un peu à comprendre. Et j'avais fait un témoignage qui était pour moi très enrichissant, même si les gens ne l'ont pas perçu comme ça. C'était une femme qui était en surpoids et qui a découvert le régime carnivore. Donc, on est dans un régime cétogène, mais uniquement sur des aliments qui viennent du règne animal. OK, elle découvre ça, c'était il y a 20 ans. Hein. Et on lui dit, tu manges ça, OK. Bon, elle mange son régime carnivore et elle dit, j'ai un problème, je prends du poids. On lui dit, c'est pas un problème, tu vas remonter ton métabolisme de base. Elle voulait perdre du poids. Elle a pris 30 kilos de plus sur un régime carnivore en 8 mois de mémoire.
On lui dit, tu continues. Faut avoir du courage, il faut avoir des Mmh. convictions pour faire ça. Tu viens pour perdre du poids et t'en prends 30. Bon. Et là, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu as une inflexion. Le métabolisme de base remonte. Elle continue à manger la même quantité de nourriture, donc régime carnivore à satiété. On est sur des 2500, 3000 kilocalories par jour. Et là, elle perd tout son poids. Ça fait 20 ans qu'elle est en régime carnivore. Il y a des photos d'elle en maillot de bain. Elle a un corps parfait. Elle a un métabolisme de base au plafond. Donc, on voit que le problème, dire calories in, calories out, donc Mmh vous mh. devez équilibrer ce que vous mangez par rapport à ce que vous dépensez, c'est plus subtil que ça parce qu'au milieu, Mmh. il y a le métabolisme de base qui s'ajuste selon ce qu'on mange, selon Ouais. les Mmh. acides gras qu'on mange, selon la quantité, la satiété, etc. Ça s'ajuste. Et au lieu de dire je réduis mes calories pour perdre du poids, bah, il serait plus utile d'encourager tout le monde à monter son métabolisme de base, ou du moins arrêter de le saper. Et c'est typiquement le profil chez la femme. C'est pour ça que le régime cétogène pour la perte de poids est beaucoup plus facile, évident chez l'homme, qui maintient l'homme de sexe masculin, qui maintient un métabolisme de base plus élevé naturellement, parce qu'il a moins tendance à s'affamer, alors qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fait des régimes hypocaloriques Mmh. depuis des années, des décennies, et qui, même en régime cétogène, ont des difficultés encore pour perdre du poids parce qu'elles ont écroulé leur métabolisme de base. C'est un vrai sujet, ça. Mais le côté hypocalorique, hein, c'est, enfin, quand on l'aura publié, il est dans les tuyaux là, sur justement ce régime cétogène yo-yo. En fait, il y a de la littérature hein, qui explique que effectivement, quand on est en hypocalorie, le métabolisme s'adapte. Euh, on diminue même notre graisse brune, hein, la température, enfin tout, on optimise en fait l'énergie à fond. Et nous, on l'a trouvé ça chez nos souris, alors que les souris nourries en continu avec de la Western Diet, elles augmentent leur graisse brune, hein, parce qu'elles essayent de brûler les calories comme elles peuvent. Celles qui font du weight cycling, du yo-yo, en fait, avec leur poids, on a une diminution de la graisse brune et on ne s'attendait pas du tout à trouver ça. Et en fait, effectivement, je pense, alors il y a des mesures qui nous manquent parce qu'on l'a découvert pendant l'étude. Hein, ça aurait été super intéressant de faire des cages métaboliques, de regarder un peu le métabolisme de base, mais on pense vraiment que ce phénomène de yo-yo, il apparaît parce que effectivement, on a le métabolisme qui est modifié et c'est un truc à prendre vraiment en considération quand on prend en charge les patients pour une obésité parce qu'effectivement, ça joue énormément sur le succès, parce qu'on peut aussi se retrouver du coup à tenter un régime, il ne marche pas au début, on l'arrête, alors qu'en fait, effectivement, il faut du temps pour que tout se rééquilibre. C'est ce que je dis de façon simple à tout le monde. Les gens qui ont vraiment des problèmes de métabolisme de base, il faut déjà résoudre ce problème de métabolisme de base avant de pouvoir commencer à perdre du poids. Parce que sinon, c'est juste rentrer dans une spirale infernale où on s'affame, on écroule encore plus son métabolisme de base. Et à terme, quoi que vous fassiez, c'est un échec, ça sera reprise de poids. Voilà. Parce que quelqu'un qui a écroulé son métabolisme de base jusqu'à des phases extrêmes, on va parler des 650 calories, ça veut dire que quand il se remet à manger 850 kilocalories, il reprend de la graisse corporelle. Hein. Alors, tu sais, je ne sais pas, Nelly avait expliqué dans notre premier livre qu'elle avait subi une phase d'anorexie mentale. Donc, elle était descendue à des poids très, très bas. Donc, les problèmes de réalimentation après l'anorexie mentale, c'est le même problème qu'un métabolisme de base écroulé. Quand on est en anorexie, on a un métabolisme de base écroulé. Et je vais faire parler quelqu'un dans quelques jours qui a vaincu son anorexie grâce au régime cétogène, qui a repris un poids normal. Donc là, ça va être intéressant. On a même des études qui nous mettent ça en évidence. Il y a eu une étude qui a été publiée, donc 3 cas qui ont été documentés grâce à un régime carnivore cétogène. C'est intéressant de voir qu'un même régime alimentaire vient au bout de l'anorexie d'un côté et l'obésité de l'autre, avec la même approche alimentaire. Moi, je trouve ça intéressant. Et donc, le métabolisme de base, c'est un sujet beaucoup trop négligé. Et on le voit même dans l'autre sens, avec des gens, par exemple, qui essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour perdre du poids, mais qui vont en faire trop. Typiquement, trop de sport d'endurance. C'est-à-dire, ils vont dire, je dépense mon énergie, je dépense mon énergie, je dépense mon énergie, mais dans la assiette, il n'y en a toujours pas assez. Le corps, lui, il trouve toujours qu'il y a un déficit et vous êtes toujours avec un métabolisme de base écroulé. Donc, c'est fin comme sujet, mais ça nécessite d'être vraiment vulgarisé, je trouve. Et Et tu j'ai parles. assisté à une conférence
dans le cadre du congrès de physiologie qui était à Clermont-Ferrand, justement sur un médecin qui parlait de l'aspect, parce que là on parle beaucoup des maladies métaboliques, mais dans le sport en fait aussi effectivement on a ce gros problème de déficit énergétique et qu'on n'apporte pas assez dans l'alimentation. Et d'ailleurs les sportifs, on dit souvent qu'il faut manger beaucoup de glucides, etc. Alors que le régime cétogène, dans l'ultra-trail, les sports d'endurance, ça marche très bien. Et tout à l'heure, on parlait des acides gras à chaîne moyenne rapidement. C'est pareil, c'est des acides gras qui ont des propriétés qui sont fantastiques. Et pour l'endurance, ça change complètement le métabolisme du muscle. Nous, on l'avait montré sur des souris, juste en donnant sans même être en régime cétogène, en donnant justement ce fameux C8 à des souris. On leur faisait même pas faire de sport, on leur donnait juste du C8. En fait, en 8 semaines, elles avaient un shift, elles avaient plus de fibres oxydatives et quand on les faisait courir, elles tenaient, elles étaient plus endurantes. Donc je pense que finalement, on en revient un peu à ça, c'est que aujourd'hui, on abandonne un peu finalement dans beaucoup de choses notre alimentation. On oublie d'une part les macronutriments, puisqu'on est focus full glucides à fond, même au niveau des acides gras. La qualité, l'aspect juste qualitatif des acides gras, il est cata. On mange beaucoup trop d'oméga 6, pas assez d'oméga 3. Donc, d'une part ça, d'autre part le métabolisme, l'aspect métabolisme de base, je pense que il y a énormément de choses à faire. La chronobiologie aussi, parce que c'est pareil, si on mange, on peut faire un régime cétogène, mais si on mange n'importe quoi et qu'on a une qualité de vie qui est complètement dérégulée, je pense que c'est pas non plus aussi efficace que ça pourrait l'être. Et c'est bien dommage. Et tu vois, tu parlais justement, parce que c'est des détails que les gens au début, ils veulent pas considérer, mais qui mettent pourtant tout le monde en échec. Tu vois, par exemple, les enzymes qui transforment. Par exemple, tu as les acides gras que j'ai dit partout. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous absorbons. Et il peut y avoir beaucoup d'entraves entre les deux. Mais dans ce que nous absorbons, nous sommes capables aussi de transformer. Typiquement, nous sommes capables d'amener un acide gras. Donc, par exemple, c'est des chaînes carbonées. Pour faire simple, ça, c'est C8. Donc, c'est une graisse saturée. C8. Donc, ça commence avec des chiffres beaucoup plus bas. Après, il y a TCM. Alors, C8, C10 pour les TCM, donc triglycérides de la chaîne moyenne. Certains incorporent C12 dedans, mais bon, pour faire simple, c'est C8, C10. C8, C10 sont particuliers pour une conversion en corps tonique. C'est-à-dire, quand on apporte ça dans l'alimentation, on a plus de corps tonique dans la circulation. Donc, ça peut être utile pour les gens qui vont lutter contre une maladie neurodégénérative, un trauma crânien, enfin, qui ont besoin d'une cétose profonde. Et dans la perte de poids, il n'y a pas forcément besoin, mais c'est intéressant de savoir ce que c'est C8, C10. Mais on a par exemple SCD1 qui est surexprimé dès lors que tu amènes beaucoup de fructose. Donc, SCD1 qui va désaturer une désaturase, donc ça désature une graisse qui est saturée. Ça te la transforme et en fait, cette enzyme, elle est juste activée par du fructose. Et donc, tu te rends compte que la composition en graisse corporelle des gens va être différente selon l'alimentation qu'ils ont eue. Évidemment. Ouais. Et ça, c'est partout. Je vais parler avec quelqu'un qui va nous parler de son travail, qui est l'élevage de bœufs à l'herbe. Donc, c'est Pierre Inard, c'est un des pionniers sur le sujet. Il élève ses bœufs à l'herbe. Eh bien, la graisse de ces bœufs qui sont nourris qu'à l'herbe ou au foin n'a rien à voir avec des bœufs qui sont nourris aux céréales. Eh bien, les êtres humains, c'est la même chose. La graisse corporelle est différente selon votre régime alimentaire. Ce n'est pas que de la graisse. Ça a une composition précise. Et alors, quand vous perdez du poids, vous relarguez cette graisse dans votre circulation sanguine. Et donc, vous pouvez avoir un régime alimentaire qui va être parfaitement équilibré, avec des graisses saines, mais on a une graisse, entre guillemets, malsaine qui va être libérée dans la circulation sanguine et qui va impacter votre métabolisme de base. Et c'est pour ça qu'il y a des différences de résultats sur la perte de poids d'une personne à une autre avec des graisses corporelles différentes. On a des études, par exemple, qui nous montrent que aujourd'hui, il y a des gens qui grossissent sans activité physique avec 1500 kilocalories par jour. Et on a des études qui nous montrent, par exemple, le régime américain des années 20, les hommes sont à 3500 kilocalories par jour en travaillant dans un bureau et ils sont lean, ils sont minces. Donc, on voit que le métabolisme de base, c'est un enjeu central dans le problème. Ce n'est pas que les calories qui sortent et les calories qui rentrent.
Ouais, non, c'est clair. Puis l'aspect aussi, c'est ce que je te disais, un macronutriments, on le montre bien dans nos études, on est sur des régimes cétogènes qui sont hyper caloriques. Et pour autant, nos animaux grossissent pas. Enfin, on a vraiment des effets qui sont très importants. Et y a ce que tu dis, les calories in, calories out, c'est le grand modèle de l'obésité, mais il y a un modèle un peu parallèle qui est celui des carbohydrates insuline modèle qui dit en fait que finalement les calories, c'est pas ça le facteur majeur, mais que c'est vraiment le fait de manger des glucides qui va augmenter l'insuline, qui est du coup une hormone qui permet de réguler la glycémie. Et comment elle fait les cellules, elles vont utiliser le glucose, mais quand on en a trop, elle va le stocker, le retransformer en graisse. Et du coup, la théorie, c'est que si on a du coup un apport en calories, et notamment en glucides, qui est plus important, comme on produit plus d'insuline, on va plus stocker. Et nous, dans notre régime cétogène, on a énormément de calories. Par contre, on n'a pas d'insuline. Enfin, l'insuline, on produit à un niveau vraiment basal et on n'a pas du coup ce phénomène de graisse qui s'accumule. On a vraiment un arrêt complet de la prise de poids chez nos animaux. Voilà. Et c'est central, tu as travaillé sur le foie. Le foie est central dans tout ce que tu dis là, la production de graisse, la production de glucose, etc. Et on voit que clairement, on fout la paix au foie avec un régime cétogène. Alors que tu vois encore plein de médecins qui vont dire: «Ah, mais vous vous rendez pas compte, avec votre régime cétogène et tout ce gras, vous allez surcharger votre foie». Ah, pas du tout. Je suis désolé, mais les stéatoses hépatiques, donc la maladie du foie gras, comme la même chose un peu qu'un foie de canard ou un foie d'oie qu'on va manger bientôt à Noël. Donc ce foie qui est très gras, qui touche 30% des Italiens, des Espagnols et des Grecs maintenant, en plus des Américains qui, eux, l'ont fait au fructose. Et ben on inverse cette pathologie, on dégraisse son foie juste avec un régime cétogène. Donc c'est exactement le contraire de ce qui se passe en fait, entre ce qui est prôné et ce qui se passe. Ouais, non, Et, on le voit aussi pour l'alcool, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai alerté il y a longtemps, mais quand les gens passent en régime cétogène, j'ai dit attention, attention, attention à l'alcool. Parce que le foie, en fait, il a tellement rien à faire, il se tourne presque les pouces, que les gens arrivent à un état d'ébriété, soit 2 fois plus vite, soit avec 2 fois moins d'alcool en cétose nutritionnelle. C'est là qu'on voit que justement le foie, il a beaucoup plus de capacité à traiter ça rapidement, parce que l'alcool, on va le rappeler, c'est juste un toxique pour le corps, donc il faut qu'il s'en débarrasse rapidement. Et là, le foie est beaucoup plus actif sur ce traitement. Et j'en reviens que si je te propose, si vous avez besoin de volontaires pour faire des tests, des mesures ou des choses comme ça, que ce soit épigénétique, des analyses de cellules sanguines pour le profil d'acide gras des cellules sanguines, des choses un peu plus. Eh ben, nous sommes là, quoi. Nous sommes des milliers à suivre un régime cétogène depuis des années. Je suis sûr qu'en envoyant un mail, j'ai plus de 30 000 personnes qui me suivent par mail. Ça sera facile de trouver des volontaires pour participer à la science du régime cétogène chez l'humain. Bah, ce serait avec plaisir, hein. J'espère. Là, ma carrière, elle est au tout début, hein. Évidemment, je, je vais soutenir normalement à la fin de l'année, mais j'espère au fur et à mesure pouvoir passer sur des études chez l'homme. Alors peut-être que en France c'est difficile, peut-être qu'il faudra que je m'oriente vers des labos dans des pays où on va dire que les études sont plus avancées qu'en France. Je pense qu'on est en retard sur les études sur le régime cétogène. Oui. Et on est très peu hein, en France à travailler dessus. On est vraiment pas nombreux et c'est dommage parce que je pense, comme tu le dis, hein, parce que là on parle obésité, cancer, mais je pense que dans plein d'autres pathologies, on peut avoir des effets qui sont très intéressants. Et il Bah, tu faut, sais, il faut creuser ça. à titre d'exemple, je veux vraiment citer cette étude qui est pour moi remarquable de bêtises. On a une étude qui nous dit que fait le régime cétogène chez des sujets qui se préparent à une opération de la chirurgie bariatrique. Et là, l'étude est remarquable parce qu'ils font, alors de mémoire, je crois que c'est 4 semaines ou 6 semaines de régime cétogène avant une chirurgie bariatrique. Et tranquillement, dans leurs conclusions, ils nous disent tous les paramètres métaboliques se sont améliorés, il y a une perte de poids, les triglycérides ont baissé, l'hypertension parfois aussi rapidement, etc., etc. En fait, c'est génial. Et la conclusion, c'est ils sont prêts pour la chirurgie bariatrique. Voilà, Ah, moi, je pose je vois je très pose bien, la je sais question. Je exactement de pose quelle la étude question. tu parles. Elle est folle, cette étude. Moi, je pose la question. Ben, il suffisait de continuer le régime cétogène. Pourquoi vous l'avez arrêté? Ouais, Et alors que les gens, je rappelle, qui sont en chirurgie bariatrique, ils ont des séquelles à vie.
Mm. Pour une opération, comme pour un bypass, par exemple, ils sont soumis à des compléments alimentaires fortement dosés parce que la surface intestinale qui permet l'échange de nutriments est réduite. Du coup, les micronutriments doivent être vraiment dosés très, très fortement pour éviter les carences, l'ostéoporose, enfin, tous les problèmes. Donc, c'est des gens qui sont dépendants de ça à vie alors qu'il suffisait juste de continuer le régime cétogène. Moi, je trouve ça triste. Et, Et je me suis fait la même remarque parce que il y a 2 ans, j'ai fait une étude systématique où j'ai un peu repris du coup sur PubMed en fait les études. Alors j'avais des critères d'inclusion qui étaient assez précis. Ça m'a permis de me rendre compte aussi qu'il y a beaucoup d'études qui portent intitulé régime cétogène et qui n'en sont pas. Il y en a beaucoup qui sont aussi en hypocalorie, hein, où c'est 800 calories par jour. Enfin, je n'ose pas imaginer ce que mangent ces pauvres gens parce que ça ils doivent avoir une cuillère à soupe d'huile et puis 3 feuilles de salade dans leur journée. Et donc, le bilan, c'était effectivement que toutes les études s'accordent à dire que sur au moins un des paramètres du syndrome métabolique, le régime cétogène a une efficacité, même sur des régimes qui durent 2 semaines, qui sont très courts. Et c'est vrai que j'étais tombée sur cette étude et je m'étais dit, mais je trouve ça fou en fait, c'est faire une intervention nutritionnelle qui fonctionne et puis dire bah super, ils ont perdu la quantité de poids qu'il faut, donc on peut faire ce bypass ou poser un anneau. C'est- vraiment. Et moi, j'aime bien creuser un peu la littérature. Juste pour rappel, 1921, on met dans les hôpitaux en place un système pour faire un régime cétogène standardisé contre l'épilepsie aux États-Unis, clinique Mayo. Mais la première étude, vraiment en tant qu'étude, c'est 1920 et c'est contre le diabète de type 2. Pour moi, c'est symbolique parce que 1920, on est aujourd'hui en 2023, c'est-à-dire 103 ans plus tard, on n'a toujours pas mis en place de façon systématique un régime cétogène pour renverser un diabète de type 2. Et alors, quand on creuse, on a des livres de médecins, 1780, Epstein, tout ça, et on a 1796, les prémices d'un régime cétogène, déjà pour ce problème. Donc, quand tu vois, c'est vraiment, ça date pas d'hier parce qu'on commençait à avoir des syndromes métaboliques chez certaines personnes qui étaient plutôt dans les classes élevées, qui avaient accès à certaines formes de glucides qu'on n'a pas aujourd'hui, mais les classes élevées, il y avait déjà accès. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ne toujours pas mettre en place quelque chose, ne serait-ce que pour le diabète de type 2? C'est d'une maladie tellement, tellement simple à inverser. On inverse rapidement l'astéatose hépatique, on retrouve une glycémie, une hémoglobine glyquée, des niveaux de triglycérides, une hypertension qui, en quelques mois, disparaissent. Mm, mm. Moi, je comprends toujours pas non plus qu'on en soit encore là. Ouais, mais moi, cet aspect continuer à donner des glucides, et d'ailleurs, on voit dans les recommandations hein, il faut, quand on dit manger équilibré, on continue à donner et donner des glucides. Et effectivement, le diabète de type 2, on est sur ce problème-là. On oublie en fait que les glucides, à la fin, quand on les dégrade, ça devient de toute façon du sucre. Donc dire il faut réduire vos sucres rapides, ça ne change rien. Et d'ailleurs, j'avais vu un reportage sur un sportif, donc quelqu'un qui avait un IMC tout à fait dans les valeurs qu'on considère normales, et qui en fait a découvert qu'il était diabétique de type 2 parce qu'en fait il mangeait énormément de glucides pour avoir de l'énergie pour pouvoir faire du sport, sauf qu'en fait il a fini par développer sans obésité associée. Et c'est là la preuve que le problème des glucides, il est central dans les maladies métaboliques, même si on a une dépense énergétique qui est importante. La dérégulation de l'insuline, elle est majeure et c'est essentiel d'y prêter attention. Et moi, je travaille avec beaucoup de sportifs de niveau. J'ai un passé de sportif, brevet état éducateur sportif moto dans les années 90, toi, ça remonte. Donc, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je travaille avec 18 champions du monde que j'ai passé en keto. Donc, je connais bien le sujet pour beaucoup de sports, des sports différents, des sports beaucoup plus explosifs et d'autres beaucoup plus d'endurance. Ces sportifs, je travaille toujours avec eux en fin de carrière. J'aimerais travailler avec eux étant jeune, mais ça arrive jamais. C'est toujours en fin de carrière quand les problèmes arrivent. Et on a des études qui sont mais pitoyables. Par exemple, on sait que 20% des footballeurs américains professionnels, donc c'est des gens athlétiques, très musclés, ils ont 20, 22 ans, 20% sont prédiabétiques Mmh. à 22 ans.
Ouais, mais ça, Et ça on a une m'étonne. étude aussi sur les cyclistes en fin de carrière avant les 30 ans, et ils sont tous prédisposés au diabète dans la décennie qui suit. On ne peut pas considérer aujourd'hui un triathlète professionnel qui est chargé aux glucides, il est à 160 grammes de glucides à l'heure en réalimentation pendant son épreuve. Je rappelle juste qu'en gros, tous les stocks de glucides dans le corps humain, tout confondu, c'est 450 grammes, hein, 450, 500. Ça peut aller jusqu'à 600 chez des sportifs très adaptés au sucre, etc. Et là, on parle de 150 grammes en plus à l'heure. C'est fou, en fait. Et puis après, il y a un aspect majeur sur tout le reste. Au niveau justement épigénétique, au niveau du système immunitaire, c'est des gens qui sont dégradés, qui sont prédisposés aux blessures, prédisposés aux maladies. On a chez les sportifs, je ne sais pas si tu es au courant de cette épidémie, 16, 17, 18 ans, on a le célèbre virus d'Epstein-Barr, donc mononucléose, et on a des gens qui sont pendant 1 ou 2 ans incapables de faire leur sport au moment où ils devraient être au sommet, quoi. Donc on a juste des gens qui sont dégradés au niveau métabolique et qui ont un système immunitaire tout aussi dégradé. Je recite souvent, tu sais, cette étude de 74 qui met en évidence la régression des capacités des globules blancs à faire face à un envahisseur bactérien ou viral avec les apports en glucose. Et en fait, la capacité est divisée par 2 à chaque fois que tu doubles la quantité de sucre. Et tu te rends compte en fait que par rapport au régime occidental, déjà en 74, ça mettait en évidence qu'en gros, notre système immunitaire il était efficace à 10%. Parce que 3 apports, voire 5 par jour de glucides, font que ça sape les défenses immunitaires toute la journée. Mais tu le vois aussi très bien dans les études sur le microbiote intestinal, hein, que tu appauvris complètement ton microbiote quand tu manges très sucré, beaucoup de glucides, alors que le régime cétogène, il rééquilibre complètement la flore intestinale. Donc, moi, ça me surprend pas du tout que le système immunitaire, de toute façon, ça perturbe énormément, ça crée de l'inflammation, hein, même, tu vois, le tissu adipeux qui relargue des cytokines pro-inflammatoires, des acides gras libres, etc. Donc, de toute façon, on a c'est complètement problématique. Le mode de vie moderne aujourd'hui, avec notre alimentation qui est complètement modifiée, hein, les produits transformés, et toi, aux États-Unis, je pense que c'est encore pire que nous en France, mais en France, j'ai regardé les chiffres, c'est 80% de l'offre au supermarché. Et en conférence, j'aime bien décortiquer les produits. Même quand on se dit, je vais m'acheter une soupe, par exemple, une brique de soupe, c'est des légumes. Quand on regarde la composition, c'est catastrophique. Il y a du sucre qui est rajouté dedans, etc. Et on est sur une alimentation qui est beaucoup trop sucrée, beaucoup trop riche. Et c'est pour ça que je pense que le régime cétogène, c'est un outil qui est hyper intéressant pour rééquilibrer notre alimentation. Et d'ailleurs, c'est une anecdote un peu marrante. Quand j'ai passé mon master, on m'a demandé dans les questions finales après ma présentation si je connaissais des peuples qui mangeaient cétogène de façon culturelle. Et j'ai cité les Inuits qui, en fait, mangent même quasiment carnivore cétogène, puisque c'est surtout du poisson, du phoque, et en fait, ils ont une santé cardio-métabolique qui est exceptionnelle, parce qu'ils ont suffisamment d'oméga 3, etc. Et ils vont très bien, quoi. Les Inuits, c'est vraiment particulier. Moi, j'aime mieux citer les Africains parce que les Inuits, en fait, ils ont une mutation génétique sur le foie qui leur permet d'avaler autant d'acides gras polyinsaturés. Leur génome est différent. Alors oui, ils sont en carnivore. Oui, ils ont pas de glucides quasiment, sauf quelques baies quand ils descendent un peu au nord du Canada l'été. Bon, mais il y a 4 fois rien. Oui, d'accord. Mais après, on est plus proche finalement des populations ancestrales africaines qui vont manger beaucoup plus de graisses saturées et beaucoup moins d'acides gras polyinsaturés. Mais il y en a, enfin, quand tu reprends les travaux de Weston Price, par exemple, qui avait exploré le monde il y a d'un siècle, il y en a encore. Et il y en a encore. J'ai une interview de Tim Noakes, grand professeur sud-africain, qui était interviewé par une journaliste sud-africaine, qui s'est rendu aujourd'hui, enfin cette année, dans des populations ancestrales, Mongolie, donc Afrique du Sud, 2 populations. Et elle allait en Papouasie-Nouvelle-Guinée aussi les retrouver pour regarder ce qu'il y a concrètement dans leur assiette. Et si tu veux, c'est rigolo de dire que les populations ancestrales, elles sont totalement dépendantes de la chasse. Leur premier aliment, c'était le babouin. Et le premier truc qu'ils prenaient sur le babouin, c'était la cervelle. Alors aujourd'hui, c'est pas sexy, si tu veux, comme alimentation. Mais honnêtement, concrètement, nous sommes designés pour ce type d'alimentation. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait manger de la cervelle crue tous les jours. Ceux qui veulent le faire, très bien. Il y a moyen de faire autrement.
Mais il faut comprendre en fait pourquoi, comment nous sommes programmés pour quelle alimentation. C'est ça le truc. Parce qu'on voit très bien que quand on prend une vache qui mange de l'herbe, tout se passe très bien. Et que dès qu'on commence à s'imaginer qu'elle puisse manger des farines animales, c'est-à-dire faire manger à un herbivore de la viande, ben on se retrouve avec des problèmes. Et l'être humain, c'est pareil en fait. L'être humain, il n'est pas livré avec un mode d'emploi. Il n'y a pas un document qui dit, voilà, l'être humain, il a été designé génétiquement sur son évolution pour manger ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas fait pour aller dans un supermarché avec 1 million de références, des bananes 365 jours par an qui ont été conçues par l'humain, etc. Donc je dis juste qu'il faut revenir à des fondamentaux et il faut regarder ce qui marche. Il faut regarder notre évolution. Les paléontologues, ils ont beaucoup de travail à nous fournir pour comprendre exactement ce pourquoi nous sommes faits. Bien sûr, il y a un aspect génétique. Notre génome, il y a 2,5 millions d'années, n'est pas le même que notre génome aujourd'hui. Notre microbiote est différent. On a ce principe de biome, c'est-à-dire que quelqu'un qui est né depuis d'un endroit en Chine et que sa famille est là depuis 5000 ans, forcément, il est dans un biome complet. Il est fait pour ça. Et que si on l'emmène à l'autre bout du monde, par exemple en Antarctique, ben justement, il ne va pas être capable de manger ces acides gras polyinsaturés. Ça, il faut le comprendre aussi. Mais globalement, il y a quand même un message plus clair à dire aux gens faut arrêter avec les produits ultra transformés, il faut revenir à des aliments bruts, de la viande, du poisson, des œufs, des légumes, voilà, des choses simples en fait, des choses pas emballées, c'est déjà pas mal. Cuisiner. Il y a aussi un problème sur les acides gras. Je me base sur les acides gras. Il y a un problème avec les huiles de graines, entre guillemets, les huiles végétales, qui ont des profils lipidiques. Typiquement, aller sortir que l'huile de pépin de raisin ou l'huile de tournesol, c'est des huiles de santé. Faut arrêter avec ça. On a de la science aussi sur le sujet. C'est pas encore assez connu. Donc, on a beaucoup de travail. Vraiment, c'est. Mais il y a beaucoup de spécialités scientifiques pour moi à associer pour donner un message le plus solide possible. Et j'ai pas de honte et j'aime faire ça, à faire parler un agriculteur parce que lui, il cultive les choses, ou un éleveur, avec un transformateur, parce que lui, il transforme les choses, il est important dans la chaîne, avec, pourquoi pas, un gastro-entérologue, parce que lui, il va s'occuper après de la perméabilité intestinale, ou des choses comme ça. Quand on veut travailler sur le gluten, par exemple, ben, il faut interroger les trois. Mais malheureusement, ils ne se parlent pas. Hein, quand tu parlais de races anciennes de céréales, par exemple, il faut aller voir un paysan en disant, voilà, les vieilles races de blé, ça ressemble à quoi, quoi. Et, et ces gens, pour moi, je ne sais pas pourquoi on les isole aujourd'hui scientifiquement, alors que ça fait vraiment sens s'ils communiquent et s'ils échangent des informations. À un point que je voulais aborder avec toi, et j'ai à cœur aussi, la chronobiologie. J'arrête pas de dire aux gens, ne négligez pas votre chronobiologie, obtenez un sommeil de qualité, on n'est pas fait pour se coucher à 2 heures du matin. On a des productions, en particulier enzymatiques et hormonales, qui sont calées sur un cycle chronobiologique. Et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont déphasés, c'est-à-dire qu'ils vivent d'une certaine façon et leurs cycles biologiques ne sont pas à la même heure. Et donc, du coup, ça crée des gros problèmes, typiquement manger un pain au chocolat à 1 heure du matin ou des choses comme ça, ce n'est pas métaboliquement adapté. Peux-tu nous parler un petit peu de alimentation, chronobiologie, des travaux? Alors moi, je me suis intéressée à la chronobiologie d'un point de vue tout à fait vraiment par curiosité, parce qu'au laboratoire, on travaille pas on fait pas d'études sur le sujet. Par contre, il y a beaucoup d'articles, j'ai fait beaucoup de bibliographie. Je fais pas mal de conférences sur le sujet. Effectivement, on a des rythmes circadiens, donc c'est-à-dire qu'on est régulé toutes les 24 heures. Donc on va avoir des modulations d'hormones. La plus connue, c'est la mélatonine, c'est-à-dire que quand on va avoir la lumière qui diminue, la lumière du jour qui diminue, on va avoir la production de mélatonine qui nous permet de nous endormir. Et quand la lumière se lève le matin, ça inhibe la production de mélatonine, on a le cortisol qui prend le relais et on est parti pour la journée. Le problème, c'est que la lumière du jour fait cet effet, mais aussi la lumière artificielle. Donc en fait, l'exposition à la lumière, déjà, elle perturbe complètement nos cycles. La lumière bleue des écrans de téléphone portable, des ordinateurs, elle perturbe également les cycles. Et surtout que la lumière bleue, elle inhibe particulièrement la production de mélatonine. Donc ça, c'est une chose. Mais on a aussi les hormones au niveau du métabolisme, c'est-à-dire que normalement, quand on ne fait rien, si on suit les cycles hormonaux, on produit de la gréline, qui est l'hormone qui nous donne faim, en fait, vers 8 heures du matin, vers 13 heures et vers 18 heures. Donc, c'est censé coller au repas de la journée. En fin de journée, on produit de la leptine, c'est l'hormone de la satiété, on n'est plus censé manger. Et
On produit également de l'insuline, qui est l'hormone normalement de stockage. Donc, ça nous indique vraiment que le moment où on est censé manger, c'est quand on produit finalement cette gréline. Et puis, le soir, il y a de la leptine. On n'est plus censé avoir faim. On est censé avoir la satiété. Et puis, aller se coucher parce que la lumière diminue. Donc, effectivement, en fait, ça paraît hyper logique. Si on s'affranchit de nos lumières artificielles, on est censé vivre en fonction du jour et de la nuit. Donc l'hiver, d'ailleurs, c'est un non-sens qu'on ait des vacances d'été l'été, puisqu'en fait, on ferait mieux d'avoir des vacances l'hiver quand les périodes de nuit sont plus longues, et du coup, souvent, on est plus fatigué d'ailleurs que l'été où on a de la lumière plus longtemps, et du coup, on est censé être actif plus longtemps. Ah, c'est des sujets super intéressants, ça fait longtemps que j'en parle. Lumière bleue, très toxique. Alors, j'ai proposé aux gens de s'équiper de ça. J'ai pas d'action chez eux. Ça, c'est des lunettes rouges qui bloquent 100 de la lumière bleue. Ça permet de ne pas impacter son cycle chronobiologique. Techniquement, tu mets ça à 8 heures, à 9 heures, tu n'as qu'une envie, c'est d'aller te coucher. C'est une façon de se protéger quand on est exposé à la lumière bleue. Alors, je les ai aussi en version jaune. Quand je travaille, ça enlève 25% seulement. Mais la lumière bleue, en fait, est centrale. Pourquoi? Parce que le spectre lumineux, c'est un ensemble de lumière. La lumière bleue est très présente le matin au soleil, juste pour nous dire, oh, il faut se réveiller. Donc, comme tu le disais, inhibition de la mélatonine, cortisol, etc. Donc, du coup, quand on a un choc de lumière bleue devant un écran d'ordinateur, les lumières artificielles d'aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec, tu sais, les vieilles ampoules qu'on avait dans le temps. Les ampoules à LED sont une catastrophe là-dessus. Les écrans de smartphone, tablettes, etc. C'est une catastrophe pour le sommeil. Et du coup, on n'a pas des productions hormonales la nuit adaptées à cause de cette perturbation. Et c'est pire chez les enfants. Moi, j'ai une étude qui montre que le cristallin de l'œil de l'enfant est beaucoup plus clair, ce qui fait qu'on peut arriver à une production de mélatonine à zéro, mais zéro, vraiment. Alors que chez l'adulte, il va rester peut-être 10% à cause de cette lumière bleue. Donc, si vous avez une chose à faire, virez vos tablettes, smartphones, etc. après 8 heures le soir, en particulier chez l'enfant. Il y a une très belle étude qui montrait aussi que pour l'endormissement, en plus aujourd'hui on est sur tablette, on lit des livres sur tablette. En fait, il comparait des gens qui lisaient sur tablette avant de s'endormir et des gens qui lisaient juste un livre papier avec une lumière pas très importante, etc. Parce que bon, on lit pas dans le noir évidemment, hein, mais il montrait qu'ils s'endormaient beaucoup mieux, qu'ils avaient un sommeil de bien meilleure qualité avec une lecture papier, puisqu'on ne se renvoie pas directement de la lumière bleue dans au niveau de la rétine, quoi. Un gros lecteur, j'ai à peu près 50 livres par an à lire. On a des ampoules sur les tables de chevet qui sont jaunes. Alors, ça fait une lumière jaune dans la pièce, mais au niveau perturbation chronobiologique, alors moi en plus je suis un geek un peu, donc je monitore mon sommeil avec un tracker métabolique comme ça depuis maintenant 6 ans ou 7 ans. J'ai pu voir comment on pouvait optimiser son sommeil. Au départ, gros consommateur de café, je faisais pas attention à ma chronobiologie, j'étais un couche-tard. Quand j'avais besoin d'écrire de façon concentrée, c'était à 1 heure du matin. Catastrophe. Et j'ai pu mesurer tout ça et vraiment tout changer. Et maintenant, je suis au lit à 9h45. En maximum 10 minutes, je dors 8 heures et à 6 heures, je me lève sans réveil. Tu vois, donc on peut, par le changement de vie, optimiser ça. Et tu parlais de la mélatonine. La mélatonine, c'est rien que ça, c'est un sujet, mais je t'invite vraiment à le traiter parce que c'est énorme. On est à l'époque de la révolution, et je pèse mes mots, hein, de la mélatonine. C'est comme si on était dans les années 70 sur la vitamine D. La mélatonine, tu as parlé de la mélatonine qui sert pour le cycle chronobiologique, mélatonine pinéale, c'est 5% de notre mélatonine. 95% est cellulaire, elle ne sort pas des cellules. Et recharger ça, c'est l'exposition au soleil. Et c'est vraiment un anti-cancer, c'est un aspect épigénétique majeur, maladie neurodégénérative. C'est central, la mélatonine. Et aujourd'hui, on ne connaît pas le sommet extrême de l'iceberg. On n'a encore rien vu. Les 20 prochaines années, la mélatonine, ça va tomber dans tous les sens. J'ai une alerte sur PubMed sur la mélatonine. De mémoire, c'est entre 40 et 60 papiers semaine. Énorme. Vraiment. Donc, clairement, la chronobiologie, et après, même chose, pic de cortisol le matin. Il y a beaucoup de gens qui sont sous stress chronique. Ils n'ont pas ce pic de cortisol. Finalement, ils ont un niveau de cortisol élevé, mais tout le temps. Il n'est pas très haut, mais il est élevé tout le temps. Et ce qui crée aussi un problème de déphasage chronobiologique. Donc, reprenez en main votre mode de vie.
N'ayez pas d'activité physique trop tard le soir, maxi 18 h. Donc, parce que les gens qui vont courir, j'en vois des fois à 22-23 h. Pour le sommeil, vous oubliez Ah, derrière. c'est Hein. catastrophique. Voilà. Donc, il y Et a il y a une autre heure pour chose manger. ouais, dans la chronobiologie qui est hyper importante aussi, c'est que du coup, le soir, on a ce pic d'insuline et en fait, manger du sucre, On devient le soir, résistant à l'insuline le soir. Voilà. ah, c'est catastrophique. Et en fait, il faut vraiment essayer parce que je sais que manger, c'est pas toujours facile hein, avec le boulot et tout ça, manger des repas le soir à 18 h, mais j'invite les gens qui ne suivent pas un régime cétogène, au moins le soir, de ne pas manger du tout de féculents, parce que c'est pour la régulation de l'insuline, c'est catastrophique. Et voilà, vraiment, s'il faut manger du sucre un moment dans la journée, c'est plutôt le matin où on produit en plus de l'adiponectine, qui est une hormone qui augmente la sensibilité à l'insuline. Mais franchement, après 16 h, 17 h, il faut arrêter tout ce qui est glucides et sucres, c'est catastrophique. On est tout à fait d'accord. Et j'en parlais justement hier dans une autre interview, c'est que la maman a dû retirer les enfants de l'école parce qu'il y avait un goûter obligatoire qui était composé de un pain au lait et une brique de jus de raisin. Ouais, une bombe de sucre. Une bombe. Il a fallu qu'elle retire ses enfants de cette école pour les mettre dans une autre, pour qu'ils aient un autre goûter. Elle puisse apporter son goûter, parce que là, c'était un goûter fourni par l'école obligatoire. Tu vois, on en est. Donc concrètement, donner ça à des mômes, je suis désolé, c'est une hérésie. Je ne vois pas d'autres mots. Quand tu sais ce que tu sais, quand je sais ce que je sais, c'est une hérésie. On leur donne un œuf dur à 4 heures s'ils veulent, mais pas ça, quoi. Et donc, Ouais, de façon évidente, on a vraiment un cycle chronobiologique avec des hormones qui sont faites pour des choses. La nuit, on est fait pour dormir, pas pour manger. Le jour, on est fait pour manger et pas pour dormir. Et donc, du coup, on est prédisposé, si on doit manger des glucides, typiquement, il y a des gens, ils font un repas par jour ou deux, bah, faites-le le matin et le midi, par exemple. Si vous mangez des baies, si vous mangez un peu plus de glucides, faites-le plutôt là, plutôt que le repas le soir. Et le plus léger possible le soir, quoi. Et c'est le Et le plus principe. loin possible du sommeil, parce qu'il y a des gens, ils mangent trop tard. En France, aux États-Unis, tu vas au restaurant, tu peux dîner à 5 heures hein, du soir. En France, c'est impossible. Les gens, ils commencent à arriver au restaurant à 19 h. C'est souvent 20 h, 21 h, ce qui fait que tu finis de manger à 23 h. C'est pas compatible avec un bon sommeil. On peut pas dormir et digérer correctement. Non. Mais c'est le principe du jeûne intermittent aussi qui se base. Alors il y a plein de jeûnes intermittents différents, mais il y en a un qui est vraiment intéressant. C'est le time restricted fasting. C'est le jeûne restreint dans le temps où en fait on va vraiment limiter notre prise alimentaire sur 6 heures, par exemple 6 ou 8 heures, et en fait on va manger entre 8 heures le matin quand on se lève jusqu'à 14-16 heures. Et un gros problème, et d'ailleurs il y a plein d'études là-dessus, et j'en parle dans mon papier justement sur la chronobiologie et l'effet du jeûne intermittent. Quand le jeûne intermittent il est fait en phase avec la chronobiologie et notre horloge circadienne, ça marche très bien. Sauf qu'en fait, pour les gens, souvent, c'est plus facile de sauter le petit déjeuner. Parce que bon, le petit déjeuner, on est censé prendre de l'énergie pour avoir ce qu'il faut pour la journée. Et du coup, ils sautent le petit déjeuner, ils mangent tard le soir. Et en fait, ça n'a pas d'effet, voire ça a des effets même délétères. Il y a aussi eu beaucoup d'études sur le ramadan, qui est censé être un jeûne religieux et normalement pour mettre son corps au repos. Et sauf que, comme c'est également un moment de fête, les gens mangent beaucoup et des spécialités souvent qui sont sucrées le soir. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent qu'en sortie de ramadan, il y a les paramètres métaboliques, insuline, glycémie, sont bien pires qu'avant d'avoir commencé, alors qu'en théorie, un jeûne devrait améliorer et mettre au repos. Donc c'est vraiment important de faire matcher les repas avec le plus simple. Enfin, moi, ce que je dis en conférence aux gens, c'est vous regardez la lumière du jour, en fait. Vous suivez la lumière du jour, puis quand elle décline, c'est que c'est fini, il faut s'arrêter. Et la nature fait bien les choses. Parce que la nature, quand nous, on l'a dominée depuis l'avènement de l'électricité, mais si tu retires l'électricité, ça change tout, quoi. Les gens en France, je sais pas, ils doivent faire nuit à 18 h, quelque chose comme ça maintenant en France. Là, en Alsace, le soleil se couche à 17 h 10. Voilà. Et t'imagines si tu retires l'électricité chez les gens et faites votre vie. À 17 h, ils vont faire quoi? Ils peuvent pas lire parce qu'ils n'ont pas de lumière, ils n'ont pas de télé. Du coup, ils vont manger à 17 h 30 ou 17 h. Puis après, ils vont aller au lit à 8 h. Tu vois, et ça change tout en fait. On a dominé notre environnement. Donc, moi, je dis toujours, dans une société d'hyper choix,
et l'électricité est un hyper choix. On peut faire. Il faut savoir faire les bons choix. Dans le temps, la nature dictait ses règles. Il y avait le soleil, la lune de temps en temps, et c'est tout. Donc, quand il fait nuit, tu vas te coucher. Nous, on a dominé notre environnement. On peut manger tout ce qu'on veut parce que les aliments du monde entier arrivent dans mon frigo. Donc, il faut apprendre à les choisir. Et il faudra apprendre à vivre parce que quand on a la possibilité de pouvoir aller à la salle de sport comme il y a aux États-Unis qui sont ouverts 24/24, aller faire un footing à 2 heures du matin, personne n'a la chronobiologie pour faire ça. Hein. Quand on regarde la biologie sur l'anabolisme musculaire, par exemple, on sait que on va aller fabriquer du muscle la journée, on va pousser de la fonte, mais en fait, le muscle, il va croître la nuit. L'hormone de croissance, l'hormone testostérone, c'est la nuit que ça va se faire. Et si vous avez une nuit de merde, entre guillemets, les gens qui dorment 2 heures par nuit, des choses comme ça, il n'y a pas d'anabolisme musculaire. Donc les hormones, elles sont placées de façon judicieuse à un endroit précis. Il faut respecter ça. Et il y a même un changement au niveau de notre microbiote intestinal. Il y a une adaptation en permanence. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait, que négliger la chronobiologie, c'est passer à côté de son objectif. Et moi, si tu voyais le nombre de gens qui me reviennent en me disant, depuis qu'on m'avait dit qu'il serait préférable de respecter la chronobiologie et de prendre plutôt un bon petit déjeuner plutôt qu'un gros dîner, bah, mes kilos s'envolent, quoi. Ils perdent 2 kilos par mois alors qu'ils étaient stabilisés. Ils n'ont rien changé dans l'assiette. Hein. Les calories, tout ça, rien n'a changé. Sauf qu'au lieu de prendre un gros dîner, bah, c'est un gros petit déjeuner réglé. C'est dommage de passer à côté de ça. C'est pour ça que je te félicite vraiment de t'intéresser à ces sujets-là qui ne sont pas assez connus. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je pense que la nutrition, il faut l'avoir enfin, encore une fois, tout revient au métabolisme. Il y a beaucoup plus de paramètres qu'une seule chose. Tu vois, c'est pareil. Je pense que si on fait un régime cétogène, mais complètement décalé, qu'on mange au milieu de la nuit et qu'on n'a pas une bonne qualité de sommeil, en fait, on n'aura pas d'effet bénéfique parce que il y a beaucoup plus de paramètres qui rentrent en compte que juste les calories ou juste ce qu'on a dans notre assiette. Et je pense qu'il faut revenir à ce qu'on disait depuis le début, à des choses plus ancestrales et se rappeler en fait finalement quel est le mode de fonctionnement de l'homme et puis en fait se recaler sur le rythme jour-nuit. Même l'hiver, hein, il faudrait. En fait, on pourrait plus manger l'été que l'hiver, alors que l'hiver, on fait quoi? Des raclettes, on mange des choses qui sont beaucoup plus caloriques souvent que l'été, d'ailleurs. Et je pense qu'il faut revenir faut se reposer les bonnes questions, en fait, et réfléchir même avant la. Moi, je dis toujours que ce qui a fait basculer, c'est vraiment la première révolution industrielle et puis celles qui ont suivi. Parce que aussi l'invention de l'électricité, de la machine à vapeur, etc. Quand tu vois le nombre de gens qui travaillent aussi à l'autre bout du monde en restant dans un pays et qui font des services de nuit, etc., qui sont complètement décalés, en fait, il faut revenir à ce qu'on était avant et on était dépendant de notre environnement et adapté à notre environnement. Bah, je cite souvent l'étude qui a été faite sur le personnel navigant au Danemark, où le Danemark a été le premier pays au monde à reconnaître pour le personnel navigant le cancer du sein comme maladie professionnelle, à cause du problème chronobiologique, justement. C'est-à-dire que si on néglige la chronobiologie, c'est cancer derrière. Et aujourd'hui, les gens qui travaillent sur des postes, par exemple, les infirmières, les gendarmes, les pompiers, enfin les gens qui travaillent de nuit, on devrait, je suis désolé, mais clairement prendre ça en main pour qu'il y ait un impact chronobiologique le plus maigre possible sur le fait de vivre la nuit et dormir le jour. Et le pire, c'est les gens qui changent. Il y a les gens qui sont un coup du matin, un coup du soir, un coup de la nuit. Le corps ne sait pas s'adapter à ce déphasage permanent. Et on revient à la mélatonine, elle est centrale dans le problème. C'est un vrai souci. Mais négliger la chronobiologie, c'est se planter. Le nombre de fois où des gens m'ont écrit « Je ne comprends pas, je suis en régime cétogène, glycémie à jeun, 115 le matin. Chronobiologie, qu'est-ce que vous faites ?» Ah bah oui, bah alors, plutôt le petit déjeuner, arrêtez de vous coucher à 2 heures du matin, nanana. Ah bah oui, c'est bon, 15 jours après, bim, 80. C'est juste un problème chronobiologique, il n'y a pas que l'assiette. Notre corps, en fait, sait fabriquer du glucose. On peut monter notre glycémie à 250 en étant à jeun, hein, pas de problème. Hein. Il suffit de faire un gros stress. Si je vous dis que votre enfant est en train de mourir dehors, vous allez piquer un spring de 500 mètres, la glycémie, elle va être à 200 avec le stress. Hein. Donc, le corps fabrique ça. On a l'épinéphrine, on a toutes ces hormones-là qui agissent très rapidement. Et donc, si on néglige la chronobiologie, on passe à côté du sujet. Et beaucoup de gens, par exemple,
m'ont remonté qu'ils n'arrivent pas à perdre de poids. Tout d'un coup, ils passent 2 semaines en vacances. Pourtant, le buffet à volonté, ils y sont allés, enfin, ils n'ont rien fait de particulier. Ils sont juste détendus, moins de stress, cortisol qui descend, bim, 1 kilo en moins. Et alors, si on néglige cet aspect chronobiologique, on se coupe vraiment d'une chance de succès. C'est dommage. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose d'autre, parler de tes travaux futurs, tes centres d'intérêt scientifiques, Peut-être que Geoffrey sera content de voir ton interview et voudra parler parce que je serais content aussi de l'interviewer. Je sais que c'est un des pionniers sur le régime cétogène et par exemple le diabète de type 2. On verra. Ouais, mais je pense qu'il sera intéressé. Bah, c'est important aussi pour lui de. Je ne veux pas parler à sa place, mais on en parle souvent de se dire que c'est important de discuter des choses. Bah, si je peux conclure, enfin faire un petit bilan un petit peu de tout ça, du coup, voilà, moi ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'un point de vue recherche, là actuellement, c'est obésité, cancer. Donc là, je suis sur la fin de ma thèse, je vais publier ces études et puis après, le champ est très vaste. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent, la chronobiologie, l'aspect qualitatif aussi des lipides, pas que l'aspect quantitatif de ce qu'on mange. Le rôle du sucre, tout ça, il y a énormément de choses à faire et je pense que c'est important de creuser et de se renseigner sur le régime cétogène pour les gens qui ne connaissent pas ou qui sont sceptiques. On voit passer beaucoup de choses, il y a beaucoup de critiques, il y a aussi des gens qui vendent ça comme un miracle pour des choses. Je pense que c'est important de se renseigner, de le faire auprès des acteurs comme toi, hein, qui réunissent beaucoup de publications, qui font le tri dans tout ça. Et je pense que c'est un outil qui est très intéressant et qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour ce mot de la fin, très encourageant. Faites vos recherches, lisez, apprenez. Ne vous laissez pas dominer par la désinformation, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Et clairement, Anouk, notre chaîne t'est ouverte, tu reviens quand tu veux. Si tu as fait la découverte du siècle sur le régime cétogène, tu viens la publier chez nous. Avec plaisir. Tu parles, si Geoffrey veut s'exprimer, ça sera avec plaisir. Et je tiens vraiment à te féliciter pour la longue carrière qui s'annonce à toi sur le régime cétogène et l'approche métabolique pour différentes pathologies. On a besoin de gens tels que toi qui vont produire la science du 21e siècle. Merci beaucoup. À bientôt! À bientôt!